Il était piétiné chaque jour à l'école, même la fille qu'il aimait s'en allait avec les brutes. Mais la vie était cruelle. Il a rencontré Truquin et s'est réincarné en Lucas Ryan dans un monde où la magie est vénérée et les artistes martiaux méprisés. Mais Lucas est devenu un génie à l'académie dans un monde où la magie est suprême. Sur le continent magique d'Arcanus, un événement annuel allait commencer. Un homme annonça à la foule qu'ils allaient réaliser la divine bénédiction. Les enfants de moins de 6 ans offriraient leurs possessions les plus précieuses aux dieux. Si accepté, un messager divin serait envoyé. Il expliqua que cet esprit détecterait l'élément magique de l'enfant, lui donnant la chance de devenir mage. Un garçon demanda à sa mère s'il pouvait apprendre la magie en offrant un bonbon, mais elle croyait qu'il fallait des bijoux coûteux, comme ceux des nobles. Une noble exhiba sa pierre précieuse, affirmant que plus l'offrande était précieuse, plus la chance d'une bénédiction était élevée. Un homme dit avoir entendu que la famille Ryan avait dépensé toute sa fortune pour cette bénédiction. Un autre ajouta que ce serait tragique s'il n'était pas béni après tant d'efforts. Holt Ryan, le chef de famille, savait qu'il avait misé gros sur l'avenir de tous. Il était sûr que ses enfants, Lika et Louis Ryan, recevraient des bénédictions de premier ordre. Le maître de cérémonie appela Julia Ryan. La jeune fille s'approcha et déposa une petite couronne sur l'autel. Une formation apparut au sol, et le MC se demanda ce que c'était. Était-ce la bénédiction de Caet, le dieu du tonnerre, niveau 7 ? Cela faisait 12 ans qu'il n'avait pas vu un tel niveau. Son père célébra le talent exceptionnel de sa fille, affirmant que leur famille avait été choisie. La fille reprit conscience, ne comprenant pas ce qui s'était passé. Sa mère fit remarquer que l'offrande ne valait pas la fortune familiale. Un invité rappela à un autre qu'il restait un enfant qui offrirait le trésor légendaire. Holt s'agenouilla devant Lucas, lui annonçant qu'il était le suivant. Le garçon acquiesça, et un homme âgé lui tendit une épée. Dans la foule, les gens réagirent à l'énergie de la lame. Une figure apparut derrière le garçon, identifié comme Vulcanus, le dieu du feu. Sa petite sœur souhaita bonne chance à son frère. Le MC comprit qu'en offrant un trésor si précieux, le chef de la famille Ryan misait tout sur lui. Lucas s'avança vers l'autel pour son offrande. Dehors, le ciel changea de couleur, et les gens se demandaient ce qui se passait. Le père du garçon, n'ayant jamais rien vu de tel, se demandait si c'était du niveau 9. Le jeune homme était au centre de l'autel, l'épée flottant dans les airs. Puis, il sentit une énergie intense envahir sa main. La lumière monta le long de son bras, l'engloutissant. Une autre figure tenait l'épée. Dehors, quelqu'un dit que le ciel était redevenu normal. Holt se demanda si la bénédiction était finie et où se trouvait l'esprit divin. Sa plus jeune fille tourna les yeux vers l'autel. Lucas fut repoussé, tombant au sol, immobile. Le MC et sa famille l'appelèrent. Ses parents se précipitèrent, le suppliant de se réveiller. Le MC annonça que le dieu l'avait rejeté. Il annonça que Lucas Ryan avait été abandonné par le créateur de la magie, tandis que sa famille le soutenait. Une lumière descendit du plafond vers quelqu'un d'autre, dans le royaume du dieu du feu. Une voix résonna, mécontente que la famille Ryan ait offert un pouvoir ancien. Il observa la lame et jura de ne jamais leur pardonner. Ses serviteurs approuvèrent sa décision de ne rejeter que l'offrande de l'enfant. Un esprit remarqua une présence d'un autre monde dans le garçon et demanda si elle devait être expulsée. Le dieu du feu répondit qu'il n'y avait pas besoin de perdre du temps avec un être d'un autre monde. Il se tourna vers l'autre offrande, la qualifiant de belle pièce. Une âme s'y trouva enveloppée d'énergie. Un œil s'ouvrit. Dans le royaume céleste du dieu martial, un homme émergea. Il se concentra sur son objectif. D'un mouvement, il surmonta une barrière et avança dans l'espace. Une créature cosmique l'interpella en tant que source de pouvoir de ce monde. L'homme demanda si elle voulait bloquer son chemin vers une dimension supérieure. Une créature cosmique attaqua avec une explosion pour le contenir. Mais l'homme avança et libéra son énergie. L'impact submergea facilement la créature. Il se retourna alors que l'être se dissipait en un vortex, faisant face à un portail nouvellement formé. Le dieu martial affirma que cette source de pouvoir n'était rien de spécial. Une petite créature vola vers lui, l'appelant Seigneur Dieu martial. Il la saisit, demandant pourquoi son esprit assistant l'obstruait. Puis il sentit l'absence de son ancien partenaire, Recu. L'esprit montra une image. Et il se demanda ce qui se passait sur le continent d'Arcanus. Il se souvenait qu'il y a 1000 ans, les arts martiaux étaient plus puissants. Maintenant, c'était le dieu du feu Volcanus qui était adoré. L'esprit fit remarquer que répandre les arts martiaux était un fardeau. Il n'avait aucun intérêt à les développer, mais il savait qu'il devait les transmettre. Un petit être comme lui devait toujours s'entraîner. Sa présence se dissipa en un point de lumière. Une nouvelle conscience s'éveilla, confuse de sa situation. En ouvrant les yeux, il se demanda ce que c'était. Il se trouva entouré de plusieurs figures identiques. Le garçon était allongé dans son lit. Les créatures se présentèrent comme Mars, le dieu martial, et annoncèrent qu'ils allaient lui accorder une bénédiction, flottant autour de son lit. Ensuite, ils volèrent vers lui.
Assis dans son lit, le jeune se demanda ce que signifiait ce dieu martial et ce niveau 9. Il se souvenait des esprits incroyablement puissants. Il regarda ses mains, se demandant ce qui se passait, puis se rappela l'accident et pourquoi il était ici. Les souvenirs de Lucarayan envahirent son esprit. Se demandant si les dieux se moquaient de lui, il réalisa qu'il était dans une nouvelle situation, craignant que cette vie soit difficile. Il pensa à sa mère et à Azusa, qui allaient continuer leur vie. Mais il ne comprenait toujours pas ce que les arts martiaux avaient à voir avec la bénédiction reçue. Un bonbon tomba près du lit. Le bruit le fit tourner vers la porte. Une petite fille entra et appela son grand frère, puis courut pour le serrer dans ses bras. La fille dit avoir entendu qu'il mettrait du temps à se réveiller et était très inquiète. Il la réconforta, lui demandant de ne plus pleurer. En reconnaissant Julia, la sœur de Lucas, il se souvint d'Azusa, bouleversé. Il décida de protéger ceux qui lui étaient chers dans cette vie, comptant sur l'aide du dieu martial. Une statue angélique trônait sur un autel au centre d'une grande salle. Soudain, un liquide sombre commença à couler de ses yeux. La statue de pierre pleure une substance sombre, offrant ses mains tachées. Une femme constate que l'homme détestable a disparu. Elle se demande s'il est mort ou s'il a quitté ce monde, serrant un symbole sur sa poitrine, déplorant son peu de pouvoir. La femme se leva au milieu d'une substance sombre, déclarant qu'avec lui hors du chemin, ce monde sera bientôt le leur. 9 ans plus tard, la paix règne au domaine des Ryan. Lucas remarque que le temps s'est éclairci et suppose que l'entraînement de Julia est fini. Il décide d'aller la voir, mais un énorme buisson épineux bloque son chemin. Les épines s'enroulent autour de lui, le soulevant. Lucas se demande qui pourrait faire une blague comme ça. Il se retourne et voit que c'est Jérémie. Jérémie Ryan le salue en l'appelant Lucas, l'enfant abandonné par les dieux. Derrière lui, une servante exprime sa surprise que Lucas n'ait pas encore été expulsé. Jérémie rappelle à Lucas que ce jardin est réservé aux mages de la famille. Il suggère que peut-être Lucas apprendra sa leçon s'il subit quelques conséquences, mais Lucas l'avertit que sa sœur termine son entraînement magique et reviendra dans une seconde. Il conseille à Jérémie de le laisser partir, à moins qu'il ne veuille être frappé par son éclair. Jérémie l'appelle lâche pour se cacher derrière sa sœur, bredouillant qu'il n'a pas peur d'un peu d'éclair. À ce moment précis, un éclair le frappa en plein cœur. La servante cria pour son maître qui était maintenant allongé sur le sol, fumant. Lucas se tourne pour voir Julia s'approcher de la porte. La jeune Julia avertit Jérémie qu'elle ne lui fera pas de cadeau s'il embête encore son frère. Elle gonfle les joues, en colère. Puis elle se tourne vers son frère et dit qu'elle va tout de suite lui enlever ses épines. Une fois descendue, il lui caresse la tête et elle lui sourit. Lucas garde sa main sur sa tête et demande à Jérémie s'il a appris sa leçon. Jérémie reste muet, incapable de répondre. Sans hésiter, il se retourne et s'enfuit avec la servante. Lucas remarque à quelle vitesse Jérémie court et qu'elle a été clémente avec lui cette fois. Julia lui demande pourquoi il n'a pas riposté alors qu'il pouvait le battre. Il dit que sa vraie force est un secret entre eux, puis il lui caresse la tête en ajoutant qu'elle est là pour le protéger, et elle acquiesce. En marchant vers le manoir, il réfléchit aux 9 années écoulées depuis sa réincarnation dans le corps de Lucas. Il se souvient du jour où il s'est réveillé. Le père de Lucas, Holt, lui avait rendu visite, lui faisant croire qu'il serait expulsé pour ne pas avoir répondu aux attentes. Au lieu de cela, Holt l'a embrassé, disant qu'il était juste heureux que Lucas se soit réveillé sain et sauf. Bien qu'il dirige un ordre de chevaliers et soit rarement à la maison, Holt est un bon père qui se soucie vraiment de ses enfants. Quand Holt a découvert que Lucas s'entraînait aux arts martiaux, il a envoyé une lettre avec des infos utiles, indiquant que les archives familiales contenaient des livres anciens sur les arts martiaux. Lucas descend un couloir sombre, éclairant son chemin avec une bougie. Grâce à cette lettre, il a pu mettre en œuvre un plan audacieux. De retour au présent, une servante appelle le jeune maître Lucas devant le manoir, se demandant où il est passé. Mais l'autre répond de ne pas s'inquiéter. Il sera bientôt expulsé de toute façon. Soudain, les 2 servantes sont surprises par quelque chose. L'une demande à l'autre si elle a ressenti le sol trembler. Sa compagne pense que c'est juste quelqu'un qui pratique la magie de la terre. Au fond d'une grotte, un poing fracasse un mur. Lucas recule des décombres, essuyant la sueur de son visage. Il observe le passage qu'il a creusé, suffisant pour atteindre les archives. Après 6 mois de travail, il a créé un terrain d'entraînement secret avec une zone d'étude, d'entraînement et de stockage. Il a dû improviser une baignoire bon marché, ayant dépensé tout son argent pour les autres sections. Il s'entraîne ici en secret chaque jour depuis sa fin. Actuellement, il se détend dans un bain médicinal, disant que c'est le meilleur moyen de s'entraîner aux arts martiaux. Cela fait 3 ans qu'il s'entraîne avec la technique de tempérage chaotique qu'il a trouvée dans les archives. Il sort de la baignoire, révélant que maintenant, les attaques magiques de niveau 5 ou inférieur ne le touchent même pas, sa défense prenant enfin forme. Il se tourne pour se concentrer sur l'attaque. Il s'approche d'un mannequin d'entraînement, épée à la main, et exécute une série rapide.
Ayant atteint le niveau 4 de sa technique de lance, il décide de pratiquer un peu plus ses techniques de poing aujourd'hui. Ses compétences se sont améliorées, mais une chose le dérange encore. Selon les livres, les artistes martiaux atteignent une limite qu'ils ne peuvent dépasser qu'en atteignant l'illumination, si difficile à obtenir que beaucoup abandonnent. C'est pourquoi si peu s'entraînent. Il se tourne vers un grand tonneau et déclare qu'il est différent. Il donne un coup de poing puissant dans le tonneau, le faisant exploser complètement à l'impact. Il a atteint le niveau 5 dans sa technique de poing. Ces niveaux continuent d'augmenter sans limite apparente. Il réalise que c'est ce qu'ils appellent une bénédiction divine. De retour dans sa chambre, il se souvient qu'Holt rentre ce soir pour un dîner de famille. Il marche dans le couloir vers les grandes portes de la salle à manger. En les ouvrant, il trouve toute sa famille déjà assise à table. Holt le salue, mentionnant que cela fait 6 mois qu'ils ne se sont pas vus et l'invite à s'asseoir. Holt informe Lucas que l'Allen Magic Academy ouvre un département spécial d'arts martiaux et qu'il a déjà inscrit. Il reconnaît que les arts martiaux sont difficiles, mais il sait que Lucas peut réussir. Il lui rappelle que l'examen d'entrée est la semaine prochaine. Lucas le remercie et pense qu'il doit devenir plus fort sans trop se démarquer. Julia lève alors la main et dit à leur père qu'elle veut aller à l'Allen Magic Academy avec Lucas. Holt explique que c'est un bon objectif, mais qu'elle n'a que 11 ans. Julia rétorque que la classe d'élite n'a pas de restriction d'âge. Elle révèle qu'elle a en fait déjà reçu une offre pour la classe d'élite. Holt la fixe, réfléchissant à cette information. Il commente à sa femme que la réputation de Julia en tant que génie doit avoir atteint l'académie et qu'un grand mage pourrait naître dans la famille. Alors que Julia rit, Lucas trouve ça incroyable, ce qui agace Jérémy. Un parent dit qu'ils prieront pour leur réussite, mais Jérémy se demande pourquoi Lucas a un traitement de faveur. Soudain, une voix lui dit de se calmer, le surprenant. Une main touche son visage, et la voix répète qu'il n'y a pas de souci. Jessica Ryan, la mère de Jérémy, le rassure en disant que Lucas n'est pas sûr de réussir l'examen. Une semaine plus tard, c'est le jour du départ pour l'Académie de magie. La famille se dit au revoir aux portes du domaine. La mère de Julia leur a demandé de prendre soin d'eux et a promis de revenir bientôt avec leur pudding préféré. Elle leur a aussi rappelé de ne pas oublier la pièce porte-bonheur de leur père, de la dynastie Bou il y a 10 000. Leur père l'avait obtenue après avoir vaincu une bête magique. Holt leur montra la pièce et expliqua que le visage gravé était celui de Mars. Lucas, le premier empereur, l'a reconnu tout de suite. Il leur dit de toujours la garder comme porte-bonheur. Lucas serra la pièce dans sa main. Il se sentait chanceux d'avoir une bonne famille dans ses 2 vies. Julia a fait un dernier signe de la main avant qu'il ne se mette en route. Quelques heures plus tard, le cocher annonça le coucher de soleil et proposa de camper dans la clairière. Autour du feu de camp, Fordon a expliqué leur emploi du temps. Ils arriveraient à l'Académie Allen avant la nuit le lendemain. Julia a demandé à M. Fordon s'il y avait des choses intéressantes à Daku. Il a hoché la tête et a mentionné le tournoi annuel de Magic Dodgeball. MP. Fordon a ajouté que la ville était célèbre pour sa gastronomie. Lucas a remarqué que sa sœur, Julia, bavait déjà. Soudain, il aperçut un mouvement dans l'obscurité de la forêt. 12 chevaux et 13 personnes s'approchaient rapidement, à seulement 2 kilomètres. Il a demandé à Fordon s'il y avait des bandits dans le coin. L'homme a répondu que c'était peu probable. Sa technique de tempérage chaotique lui avait aiguisé les sens. Avec seulement 5 adultes et un enfant, il savait qu'il devait être prudent. Il s'est levé pour les avertir. Un groupe mystérieux approchait vite, et il devait se mettre en formation. Fordon n'entendait rien et se demandait ce que disait le jeune maître Lucas, mais il a vite changé d'avis et a ordonné aux gardes de préparer leurs armes. Il ne savait pas d'où Lucas avait eu cette info, mais il a jugé préférable d'être prudent. À ce moment-là, un groupe de bandits à cheval a traversé la forêt. Les gardes ont repéré les cavaliers. Les chefs bandits les ont vus. Il a célébré que le patron avait raison, l'endroit était plein de nobles. L'un d'eux a dit que la petite fille et le garçon à côté rapporteraient une bonne rançon. Fordon les a confrontés, demandant ce qui arrive à ceux qui s'en prennent aux nobles. Le chef des bandits a ordonné d'attaquer tout le monde sauf les 2 enfants. Les bandits ont avancé. Un garde a couru pour protéger M. Fordon. Un bandit a chargé à cheval, levant son épée, mais un garde l'a intercepté avec une lance. Le chef des bandits a vu son compagnon tomber. Fordon est entré dans la bataille, maniant son épée. Il a dit à mademoiselle Julia de le laisser faire. Il s'est précipité et a abattu plusieurs bandits. Il s'est retourné et a crié au jeune maître Lucas de prendre Julia et de fuir. Lucas s'est retourné en entendant une attaque. Un bandit a lancé un sort de feu sur les gardes restants. Le chef a surpris Fordon en réalisant qu'ils avaient un mage. Il a crié aux 2 de fuir dans la forêt,
Le chef des bandits a promis de le brûler pour avoir vaincu son compagnon. Fordon s'est préparé au combat, déclarant qu'il protégerait le jeune maître et la jeune dame, même si cela lui coûtait la vie. Lucas savait que Fordon n'était qu'un artiste martial de niveau 2 et qu'il ne pouvait pas battre un mage. Fr. Lucas voulait cacher sa vraie force, mais il ne pouvait pas. Il se souvenait de la gentillesse de Fordon. Devenu presque famille, il ne pouvait pas rester là à regarder sa famille attaquée. Il dit à Julia de se cacher et s'agenouilla pour lui dire qu'il allait aider Fordon. Fr. Sa sœur acquiesça et lui demanda d'être prudent. Lucas se précipita vers le combat. Pendant ce temps, Fordon échangeait des coups avec le bandit. À genoux, il peinait à se maintenir. Le chef bandit leva son épée pour le coup final. Soudain, les attaquants s'effondrèrent. Fr. Fordon se retourna, surpris par ce qui venait de se passer. Les autres bandits se demandaient ce que c'était. 2 projectiles rapides touchèrent 2 bandits, puis une pluie de projectiles en abattit plusieurs d'un coup. Une petite flamme apparut dans la main de Lucas. Fr. Il commenta que son Galstrike avait atteint le niveau 4. Vaincre des bandits de niveau 1 était facile. Un des bandits désespéra, demandant qui avait fait ça à ses compagnons. Le chef réalisa qu'ils avaient tous été vaincus en un instant. Fr. Il prépara une dernière attaque, hurlant qu'il emporterait le vieil homme. Une grande boule de feu fut lancée sur Fordon. Sans force pour esquiver, il remercia celui qui l'avait aidé, sachant que les enfants survivraient. Il ferma les yeux. Fr. Mais Lucas sauta devant lui pour intercepter l'attaque. Le jeune homme avança vers la boule de feu. Fordon, incrédule, le regarda. Quand la fumée se dissipa, Lucas était là. Fordon l'appela « jeune maître ». Fr. Le chef des bandits fut surpris de voir sa boule de feu annulée. Il tenta de contre-attaquer avec un sort, mais Lucas déclara que c'était fini. D'un coup de poing, il frappa le chef bandit. Fr. L'impact vainquit l'homme, et Lucas atterrit sur le cheval. Fordon le regarda s'éloigner et demanda comment il avait fait. Lucas sourit et dit qu'il avait un talent pour les arts martiaux. L'homme plus âgé appela le jeune maître. Fr. Soudain, une masse sombre émergea du sol derrière eux. La créature se leva, montrant son visage squelettique. Le monstre ordonna à Lucas Ryan et Jérémy Ryan de mourir. Lucas fixa la créature, réalisant qu'il devait la vaincre rapidement. Fr. Jérémy sauta vers la créature et frappa sa tête. Lucas observa son compagnon. Ailleurs, un homme frappa le sol, l'énergie affluant de son poing. Des chaînes surgirent de la terre et emprisonnèrent un homme. Fr. De retour au combat, Lucas se demandait ce que c'était. Un symbole apparut dans l'œil de la créature. Il se demanda si c'était ça qui contrôlait les morts. Le monstre ouvrit sa grande bouche. Jérémy dit que s'il ne réussissait pas avec ses attaques normales, il essaierait autre chose. Fr. Jérémy frappa le monstre des 2 mains. Lucas se prépara à attaquer, tendit sa paume et frappa le symbole dans l'œil de la créature. Un rayon d'énergie déchira le monstre et la forêt, le désintégrant complètement. Fr. Lucas resta figé tandis que la silhouette de la créature disparaissait. Épuisé, il tomba au sol. Julia l'appelait et, en se retournant, il la vit courir vers lui. Elle l'enlaça et demanda s'il avait vaincu tous les méchants. Fr. Se demandant ce qui venait de se passer, Lucas entendit un bruit et tourna la tête. Un cheval hennissait dans la forêt. Quelqu'un était dessus. Maya Rasta était attachée à l'animal. Dans une grotte, plusieurs hommes étaient emprisonnés. L'hôte du culte interrogea sur l'élimination. Fr. Elle déclara que restaurer son pouvoir était sa priorité. Dans la forêt, Julia confirma que la fille s'appelait Maya Rasta. Lucas dit avoir déjà entendu le nom Rasta. Assise à côté de Maya, Julia partagea qu'elle avait la même impression. Fr. Lucas expliqua que les familles Rasta et Ryan étaient des maisons nobles près de Daku City. Julia se souvint enfin et demanda à Maya comment elle avait été attaquée par ces bandits. Maya commença à raconter qu'il y a quelques heures, des bandits avaient attaqué sa voiture. Fr. Dans son souvenir, un bandit riait. Elle poursuivit en disant que ses gardes tombaient un à un et que sa dame de compagnie avait été attaquée en la protégeant. Maya expliqua que dire qu'elle était noble ne servait à rien. Un homme la fixait. Fr. Elle conclut que leur but était d'enlever les enfants nobles. Lucas leur dit que tout allait bien maintenant, car ils avaient été vaincus. Il resta silencieux un moment. Fordon s'approcha et informa le jeune maître que mademoiselle Maya et mademoiselle Julia se reposaient. Fr. Lucas l'appela pour connaître son avis sur les propos de Maya. Fordon demanda s'il s'agissait des bandits professionnels, affirmant qu'ils ciblaient les enfants nobles depuis un moment. Fr. Lucas ajouta qu'ils étaient des bandits utilisant la magie et contrôlant les morts. Fordon regarda sur le côté. Le jeune maître conclut qu'un démon terrifiant semblait être derrière tout ça. Fordon dit qu'il en informerait le maître immédiatement. Fr. S'ils informaient la famille Rosté de la situation de Maya, ils obtiendraient probablement leur coopération. Lucas acquiesça et Fr.
Lucas expliqua que certains bandits d'hier pouvaient encore être en ville. Pour leur sécurité, il valait mieux aller directement à l'académie de magie. Il lui demanda de comprendre. Maya acquiesca. Julia et Lucas s'assirent ensemble dans la voiture. Fr. Lucas regarda sa sœur et lui promit d'acheter ce qu'elle voulait manger plus tard. Maya fit remarquer à quel point ils s'entendaient bien, et Fordon annonça leur arrivée en ville. Julia et son frère sortirent la tête par la fenêtre de la voiture pour admirer la ville. Fr. Elle fut impressionnée par la vue des rues de la ville. Les rues étaient pleines de gens et d'établissements. Un homme commenta que c'était la plus grande ville après la capitale impériale. Maya regarda aussi par la fenêtre et dit que l'endroit était très animé. Les trois observèrent la ville ensemble. Lucas contemplait le paysage. Fr. Il dit que l'atmosphère de cette ville ressemblait à celle de sa ville dans sa vie passée. Un clown apparut à la fenêtre, effrayant les filles. Lucas acheta des pains et des sucreries pour elles. Maya en donna une à Julia. Le garçon regarda la scène. Fr. Fordon les conduisit à une grande porte et dit qu'il pouvait les accompagner seulement jusqu'à là. Lucas le rassura en promettant de protéger Julia. La fille l'enlaça et affirma qu'elle le protégerait aussi. Il lui caressa la tête, comptant sur la mage géniale. Elle répondit qu'il pouvait lui faire confiance. Fr. Fordon observa la scène. Maya fit remarquer qu'il avait sa petite sœur pour le protéger, le trouvant intéressant. Le majordome regarda les trois s'éloigner vers la porte. Maya pensa à la gentillesse des deux frères et sœurs. Lucas se dit qu'il était heureux de les avoir rencontrés. Maya le regarda. Fr. La nuit précédente, Fordon se souvint soudain de quelque chose. Il révéla à Lucas que mademoiselle Maya avait été sa fiancée. Ils étaient très proches enfants, mais les fiançailles furent rompues après que le prêtre ait dit qu'il n'avait pas de talent pour la magie. Fr. L'Allen Magic Academy est l'une des 3 meilleures écoles de l'Empire Sarmina. Chaque nouvel étudiant doit passer un examen d'entrée qui détermine le département pour ses 6 années de formation de mage. Fr. Lucas explique à Julia que les élèves exceptionnels peuvent obtenir leur diplôme plus tôt en passant un examen spécial. Il détourne le regard un instant. Julia trouve ça dommage. Elle espérait passer l'examen d'entrée avec Maya. Fr. Lucas dit que Maya a déjà passé son examen avec sa famille et qu'elle est en sécurité. Il encourage Julia à se concentrer pour qu'il puisse la rejoindre en classe. Julia acquiesce et demande où s'inscrire. La jeune fille attire l'attention. Fr. Un passant demande si elle est vraiment candidate. Un autre commente qu'elle a l'air jeune, tandis qu'un troisième loue son frère. Julia saisit le bras de Lucas, et quelqu'un dit qu'il aimerait avoir une sœur comme elle. Une voix les appelle de la foule. Fr. La femme se présente comme Mina, vice-présidente du conseil des étudiants. Elle demande à Julia si elle est la juste pour son frère. Julia nie, disant qu'elle vient passer l'examen avec lui. Fr. Mina vérifie la candidature de Julia, pensant qu'elle est celle à qui une place dans la classe élite a été proposée. Elle sourit légèrement et confirme que c'est Julia de la famille Ryan. Julia demande comment elle connaît son nom. Fr. Mina répond qu'elle va le découvrir bientôt et commence à guider Julia vers la zone d'inscription, laissant Lucas derrière. Mais Julia l'arrête, disant que son frère doit aussi s'inscrire. La vice-présidente se retourne, admettant qu'elle a oublié, et demande à Lucas s'il est là pour les arts martiaux. Des voix dans la foule doutent qu'un artiste martial puisse être à l'académie de magie. À l'académie Alan, certains mages méprisent ces artistes. Julia réagit aux commentaires, tandis que les murmures les comparent à des insignifiants. Lucas tourne la tête, affirmant que leurs opinions n'importent pas. Mina entend sa déclaration. Elle réalise qu'elle n'aurait pas dû mentionner son département à voix haute. Une autre voix appelle Lucas. Mina l'invite à s'inscrire pour qu'il puisse se rendre à la salle d'examen. Lucas sourit et la remercie. Ils arrivent dans une grande salle pleine de candidats. Mina demande à chacun de s'inscrire auprès d'un membre du conseil étudiant et distribue des badges contenant leur numéro d'examen. L'examen se compose de 3 parties: potentiel magique, compatibilité des attributs et puissance contre une cible. Lucas demande si c'est pareil pour les candidats en arts martiaux. Mina confirme que c'est identique pour tous. Le jeune homme exprime son mécontentement face à l'explication. Il applaudit, affirmant comprendre, puis déclare qu'il va prouver la puissance d'un artiste martial et changer les perceptions. À la station de mesure du potentiel, l'examinateur annonce le début du premier test. L'examinateur regarde Lucas s'approcher du dispositif. Soudain, il réagit, disant n'avoir jamais vu ça. Un phénomène rare. Lorsque Lucas place sa main, son résultat est bas. L'écran indique qu'il aura du mal à entrer dans le département des arts martiaux. Il soupire, déplorant que cela se reproduise. Puis, une autre candidate s'approche et place sa main sur le dispositif. 2 candidats sont surpris par son résultat. Son potentiel est de 7 sur 10, la classant parmi les meilleurs de l'année. Lucas observe la foule, pensant que tout le monde est facilement impressionné. Il dit à Julia de ne pas se retenir aujourd'hui, et elle acquiesce. L'examinateur L'énergie s'étend dans toute la salle d'examen.
L'examinateur annonce un résultat de 10, la valeur maximale. Son talent est incroyable. Un autre étudiant a mis 2 ans pour atteindre ce niveau. Elle tient le dispositif avec le résultat final. Julia finit le test et va vers Lucas, l'appelant. Elle le prend dans ses bras en lui demandant si c'était bien. Il répond qu'elle sera un jour archimage. Un spectateur fait un commentaire sur le contraste entre génie et manque de talent, mais est interrompu. Le jeune homme lui conseille de ne pas provoquer de problème avec un génie pour quelqu'un sans talent. Julia change de posture, avertissant qu'elle n'acceptera pas que quiconque maltraite son frère. Pendant les 3 dernières années, tous les efforts de Lucas avaient un but. Les candidats se réunissent dans une salle circulaire pour le test de compatibilité. Des esprits élémentaires apparaissent soudainement. Un candidat surpris pointe, attirant l'attention. Julia est au centre de la salle. Des esprits de chaque élément se rassemblent autour d'elle. Elle sourit en les voyant tourbillonner. Un candidat se plaint de ne pas attirer d'esprit, tandis qu'un autre s'étonne de la compatibilité maximale de Julia avec tous les éléments. De loin, Lucas commente le talent impressionnant de Julia. Sa capacité spéciale amplifie son potentiel, suffisant pour réussir l'examen d'entrée. Un examinateur annonce que Julia Ryan a le score de compatibilité le plus élevé de tous les candidats et la félicite. Immédiatement, un groupe s'approche d'elle, louant sa performance et voulant être amie. Julia court et enlace Lucas par derrière, appelant son frère. Il se retourne et lui demande ce qui se passe. Cachée derrière lui, elle lui demande pourquoi ces gens la regardent. Lucas lui caresse la tête et explique que c'est parce qu'elle est un génie, qu'elle aura beaucoup de regards comme ça. Il lui conseille de s'y habituer. Julia dit qu'elle doit devenir plus forte pour le protéger, et Lucas l'encourage. Il prévoit aussi de renforcer son mental pour gérer la tension. Il remarque alors 2 hommes parlant au loin. L'un commente que le talent de Julia pourrait être de niveau royal, mais son frère inutile lui fait abandonner l'idée. L'autre rappelle que le score de compatibilité du gars était probablement 0, comme lors du test précédent. Tous les esprits s'étaient éloignés de lui avec répulsion à son entrée dans la salle. L'homme ajoute qu'il s'est aussi passé quelque chose d'étrange à la fin du 2e test. Il raconte qu'au moment où Lucas est parti, une partie d'un esprit de feu s'est simplement effondrée. Son ami doute de l'histoire, mais Lucas et Julia passent devant eux à ce moment précis. Lucas entend la conversation et esquisse un léger sourire. Il se rappelle alors ce qui s'est réellement passé pendant ce test. En marchant dans la salle, les esprits de feu l'évitaient, hostiles et moqueurs. À la fin du test, l'un d'eux a foncé sur lui et a craché du feu directement sur lui. Il a donc ramassé une petite pierre et l'a lancée, dissipant ainsi la forme de l'esprit de feu. Il a déclaré qu'un simple serviteur du dieu du feu n'avait pas le droit d'agir avec arrogance près de lui. Lucas a ensuite pris la main de Julia et l'a appelée à se rendre au dernier test. Il lui a demandé si elle pouvait gagner la première place au prochain test. Elle a répondu oui, tant qu'il ne se donnait pas trop de mal. Avec un sourire, il a dit qu'il ne se mettrait pas à fond, car il comptait sur elle pour le protéger. Ils sont arrivés au site du test de puissance de destruction magique. Au centre de l'arène, un grand mannequin en métal attendait les candidats. Un d'eux se plaint que la fille géniale a encore pris la première place. Un autre doute qu'elle puisse briser le mannequin, affirmant qu'elle n'a aucune chance. Les mannequins sont en métal spécial avec des enchantements défensifs. Ils résistent à toute attaque en dessous du rang de malédiction. Lucas observe les cibles, les trouvant solides. Il serre le poing, voyant une bonne occasion de tester ses compétences de niveau 6. Il réalise que l'équipement coûteux rend sa présence ici justifiée. Quelqu'un le pousse dans la foule en lui disant d'arrêter. Une fille le pointe et lui ordonne de faire la queue, puis se tourne vers un autre candidat. Elle dit que les inutiles doivent s'écarter. Les sans talents vont à l'arrière. Le candidat le fixe. Sa présence attire l'attention de l'autre fille dans la file. Elle se retourne avec mépris et s'approche de Lucas et Julia. Elle demande à Julia si c'est elle qui a eu 9,6 au test de compatibilité. La fille la regarde de haut. Julia, effrayée, appelle son frère. Lucas la protège pendant qu'elle dit que l'autre fille est effrayante. Il demande qui elle est. La jeune femme se présente comme Loa Miranda, petite fille du duc Miranda. La famille Miranda est l'une des 3 grandes familles de l'Empire du Nord. En plus d'être un clan ayant produit un mage légendaire, la mère de Lucas, Catherine, en faisait partie. Lucas comprend que la fille est sa cousine et lui demande son âge. Loa répond qu'elle a 15 ans, ne saisissant pas le sens de la question. Lucas lui demande de ne pas le fixer ainsi. En apprenant qu'ils sont cousins, Loa s'indigne, déclare n'avoir jamais entendu parler de cousin et décide de l'humilier devant tous en lançant un sort sur lui. Avec la magie activée, elle lui ordonne d'effectuer une action humiliante sur place et de s'embarrasser. Mais le sort n'a aucun effet sur Lucas. La fille est perplexe face à la situation. Il remet en question l'éducation de la famille Miranda, utilisant la magie mentale sur un parent qu'elle vient de rencontrer. Loa
et il annonce qu'il doit y aller. Un autre examinateur appelle Julia. Loa pointe la fille. Elle lui avertit de ne pas se vanter, car elle sera première dans ce test. Lucas regarde le tableau des scores. La liste montre Julia Ryan en première place, suivie de Loa Miranda en deuxième. Il décide qu'il ne peut pas laisser Loa prendre la première place à Julia pour assurer sa propre vie tranquille. Quelqu'un propose alors des bonbons à Julia. Julia goûte le bonbon et demande ce que c'est. Et si c'était bon, il lui a donné une claque dans le dos. Elle tousse et l'accuse de mentir, disant que ce n'était pas un bonbon, mais un médicament amer. Lucas s'excuse et dit que c'est une potion magique spéciale aux effets rapides. Il est appelé à entrer et court vers la reine, mais Julia crie qu'elle ne le croit plus. Il s'approche du mannequin en métal où l'examinateur l'attend. Ce dernier demande au numéro 5 d'attaquer la cible avec sa magie à pleine puissance pour évaluation. Lucas interrompt alors. FR, il a dit qu'il ne pouvait pas utiliser de magie. Serrant le poing, il a demandé s'il pouvait frapper la cible. Dans le public, des étudiants se moquaient de lui, prédisant qu'il allait se casser la main. Un garça remarqué la soeur de Lucas. Julia s'est retenue. FR, elle a dit qu'elle ne les attaquait pas juste parce que son frère lui avait demandé d'être sage. Loa lui a demandé si son frère ne pouvait vraiment pas utiliser de magie. La fille a confirmé et a ajouté qu'il était incroyable et que personne ne devait se moquer de lui. FR, son cousin l'observait, pensant qu'il y avait une limite à la force d'un artiste martial et que Julia était trompée. Soudain, un puissant impact résonna dans l'arène, soulevant la poussière devant la foule. Loa se demandait ce qui venait de se passer. FR, 2 minutes plus tôt, Lucas avait demandé à l'examinateur si un seul coup suffirait. L'homme a répondu qu'il se moquait de la méthode. Lucas s'est alors préparé, ses compétences en arts martiaux augmentant exponentiellement tous les 3 niveaux. FR, sa technique la plus forte a été renforcée au niveau 3. Maintenant qu'elle était au niveau 6, sa puissance était décuplée. Il a avancé avec un coup de poing rapide, visant la tête du mannequin. L'impact l'a projeté en arrière. FR, un nuage de poussière s'est répandu dans l'arène. Le mannequin est tombé avec un trou dans la poitrine. Lucas le fixait au sol tandis que Loa l'observait. Elle a réalisé que sa vitesse rivalisait avec celle de la magie du vent de haut niveau et que son attaque avait la puissance d'une malédiction. FR, les autres étudiants ont été surpris. Elle a compris qu'elle était la seule à voir sa vraie force. En l'analysant à l'écran, elle a conclu qu'il cachait son pouvoir. L'examinateur l'a félicité avec un score parfait. Lucas a proposé d'aider à nettoyer le mannequin. FR, son nom est apparu sur le tableau des scores et il a fait signe à Julia, qui a célébré son résultat. Elle était contente qu'il ait caché sa force et évité un 0. Pendant les examens, moins d'étudiants remarquaient la puissance destructrice de Lucas. FR, mais tous étaient impressionnés par le talent rare de Julia. Elle a rassemblé une grande quantité de pouvoir, surprenant les candidats autour d'elle. Elle a concentré ce pouvoir dans son bâton, et un cercle magique s'est formé à ses pieds avant qu'elle n'annonce la descente de la foudre. FR, un immense éclair a été conjuré et est tombé du ciel, frappant le mannequin. Les spectateurs ont dit que ce type de magie était parfait pour attaquer. La foule, impressionnée par la puissance de l'élève méritante, a réagi tandis qu'un 2 pointait vers l'arène. Julia était au sol. Les autres candidats se demandaient si la foudre l'avait frappée si fort qu'elle ne pouvait pas se relever. Elle ne comprenait pas ce qui s'était passé. L'examinateur annonça son score, 9,5, puis appela le suivant. De retour avec Lucas, elle expliqua qu'elle avait lancé un sort quand un éclair est tombé de nulle part, ce qui l'a terrifiée. Elle ajouta qu'à pleine puissance, la foudre semblait plus vive que d'habitude. Il la regarda en silence un moment. L'effet venait de la potion qu'il lui avait donnée, mais Lucas choisit de ne pas le lui dire. Dans ce monde, mages et artistes martiaux avaient leur technique pour créer des potions. Les mages se consacraient à l'élaboration, tandis que les artistes affinaient des élixirs. Les potions magiques nécessitaient un médium, tandis que les élixirs par affinage pouvaient être absorbés directement. Dans le passé, divers élixirs étaient créés, mais le déclin des arts martiaux a rendu l'affinage très difficile. Très peu d'artistes martiaux de l'ère moderne pouvaient créer l'élixir d'essence de mage qui avait renforcé le pouvoir de Julia. Cela était dû au fait que créer cet élixir nécessitait que l'aptitude d'affinage soit au niveau 6. Actuellement, la seule autre personne capable d'un tel exploit était l'artiste martial de niveau 9, Duc Rotizuzon. Lucas décida de garder son aptitude de niveau 6 et son secret absolu pour éviter des ennuis. Le temps passait à l'extérieur de l'académie. En attendant sur un banc, Julia demanda si ce n'était pas encore fini. Lucas répondit qu'il fallait juste attendre les affectations. Une voix appela alors Julia et Lucas. Mina s'approcha, agitant près d'un tableau d'affichage. Lucas se leva et lui demanda ce qu'elle faisait là. Elle expliqua qu'elle était venue afficher les affectations de classe et les félicita d'avoir obtenu la première place. Julia célébra la nouvelle qu'elle était première dans la classe élite. Puis Mina demanda à Julia si elle avait un département en tête pour l'année prochaine,
ce qui la laissa perplexe. Mina expliqua que l'académie comptait 5 départements, et chaque élève était affecté à l'un d'eux après la première année. La fille déduisit qu'avec son attribut, elle irait probablement au département du vent. Mina la prit et dit qu'elle l'attendrait là. Julia accepta. Lucas remarqua que Mina recrutait déjà des gens tout en proposant d'emmener Julia au dortoir des filles. Julia dit au revoir à son frère, promettant de le revoir plus tard. Lucas lui fit signe, demandant à Mina de veiller sur elle avant de se rendre au département des arts martiaux. Les étudiants annoncèrent les affectations de classe. Julia Ryan obtint la première place comme prévu. Un étudiant a dit que les autres premières années n'étaient que des figurants pour mettre en valeur le génie. Le tableau final affichait Julia Ryan première dans la classe élite. Loa jura qu'elle détrônerait Lucas et Julia. Lucas savait que le département des arts martiaux n'était pas une priorité, mais il se demandait si quelqu'un pouvait vivre dans un bâtiment prêt à s'effondrer. Au moins, c'était calme pour la vie scolaire qu'il voulait. Un gars s'approcha en demandant si Lucas, l'étudiant le mieux classé du département, était bien lui. Il se présenta comme Kaito Roy et le salua. Lucas l'ignora et alla au bureau d'inscription. En signant les papiers, Kai complimenta Lucas pour avoir lancé le mannequin, mais Lucas répondit que c'était de la chance. Un homme plus âgé lui donna une clé pour la chambre 205 au 2e étage. Kai s'exclama qu'ils allaient être colocataires. Les deux avancèrent dans un couloir délabré à la recherche de la chambre. Kai et Lucas furent surpris de trouver quelqu'un à l'intérieur. Le gars se présenta comme Sharp. Avec son ami Collins, il annonça qu'ils allaient tous être colocataires. Kai réagit à la nouvelle. Leur chambre était dans un état terrible. Kai s'interrogea sur cette chambre, dégoûté, disant qu'elle était pire qu'une porcherie. Surpris par une araignée, il demanda à Lucas s'il comptait vraiment rester dans un endroit aussi sale. Lucas se contenta d'observer sa réaction. Le garçon montra une pièce. Il la leva, l'offrant en récompense à celui qui nettoierait la chambre. Pendant que Sharp et Collins s'activaient, Lucas observait. Kai s'approcha pour le rassurer, affirmant que les conditions de vie allaient s'améliorer. Un homme âgé frappa à la porte, annonçant la livraison des uniformes. Il leur annonça que la cérémonie d'entrée allait commencer et qu'ils devaient se changer. Kai, indigné par les uniformes, se plaignit d'avoir l'air d'un mendiant. L'homme précisa que l'école avait un système de demande pour améliorer le traitement des étudiants. Il suggéra qu'une demande pourrait changer l'uniforme. Avec cette info, Kai se précipita vers la salle. Ils arrivèrent dans le hall principal de l'académie. Lucas traversa le sol, vêtu du nouvel uniforme, entra dans le grand hall pour observer la structure. Ses colocataires étaient impressionnés, mais Kai dit que ce n'était rien comparé à sa maison. Il chercha Julia dans la foule et remarqua que la classe élite était devant. La fille était au premier rang, et leur uniforme était exceptionnel. Kai avertit Lucas que les sièges de leur département étaient à l'arrière. Lucas choisit de ne pas y aller, disant que l'uniforme allait mieux à Julia. Un étudiant se plaignit que les sièges étaient trop loin, se demandant s'il y avait discrimination. Lucas s'assit pendant qu'une fille à côté de lui l'observait. Des bougies s'allumèrent sur scène avec une grande flamme. Une fleur de feu apparut dans la main de quelqu'un. Flottant, il annonça que les nouveaux étudiants devaient se sentir honorés. Il continua son discours en se présentant comme le président du conseil étudiant. En bas, Théodore Polymel annonça qu'il allait expliquer le système de points de l'école. Les filles dans le public réagirent, le qualifiant de génie. Lucas l'observa silencieusement depuis son siège au fond de la salle. Théodore expliqua qu'à l'Allen Magic Academy, le système de points était la base de presque tout. Il détailla que les capacités magiques, les livres, les bêtes apprivoisées, et même les conseils de grands maîtres pouvaient être obtenus avec des points. Il y avait plusieurs façons d'obtenir des points, mais le travail manuel rapportait peu. Il valait mieux participer aux événements du département ou guider des premières années. Lucas comprit alors pourquoi Mina les aidait. Théodore conclut en disant que devenir membre du conseil étudiant garantissait un revenu stable de points chaque mois. Lucas écoutait attentivement. Il ajouta qu'il y avait aussi la chasse aux monstres, bien que risquée. Il expliqua qu'à l'arrière de l'école se trouvait la chaîne de montagne des bêtes magiques, où les étudiants pouvaient les chasser pour des points. En entendant ce nom, Lucas serra le poing, souriant en réalisant que c'était un terrain d'entraînement pour lui. Quelques heures plus tard, la nuit tomba sur les dortoirs de l'académie. Dans une chambre, un jeune homme dormait paisiblement, l'encens brûlant maintenant les occupants endormis. Lucas Ryan sortit discrètement, l'encens de tranquillité l'aidant à se rendre chez les bêtes magiques. Il se souvenait que le bâtiment des arts martiaux était à l'arrière du campus, concluant que le foyer des bêtes était derrière ce mur. Il sauta par-dessus le mur et atterrit dans un territoire sauvage. Lucas avança dans la forêt, poursuivi par des créatures. Il sauta et frappa un monstre. L'impact du corps contre le sol souleva un nuage de poussière.
La créature resta immobile dans un cratère. Une corne du monstre se brisa sous le coup. Du haut d'un arbre, Lucas identifia la créature comme un énorme crapaud noir à cornes. Tenant la corne, Lucas expliqua que, parce qu'ils étaient venimeux, ils étaient utilisés pour des potions magiques et devraient valoir un bon nombre de points. Il se souvenait avoir entendu que l'Allen Magic Academy avait des livres légendaires d'arts martiaux dans ses archives. Regardant les montagnes, le garçon dit qu'il manquait de temps et devait d'abord repérer les monstres. Il couvrit un œil pour activer une capacité, sa perception s'étendant sur la forêt. Un rat géant de niveau 1 ouvrit sa gueule pour l'attaquer, mais Lucas le frappa d'un coup et ordonna à la créature de dormir. Ensuite, il frappa une chauve-souris à 2 yeux de niveau 2 et esquiva l'attaque d'un panthère à crête magique de niveau 3. De petites explosions résonnèrent à travers la forêt. Satisfait, Lucas commenta qu'il avait obtenu de bons matériaux pour raffiner des élixirs et d'autres à échanger contre des points. En traînant un lourd sac, il remarqua que l'endroit était trop calme. Il toucha le sol et remarqua presque aucune trace d'autres bêtes magiques. Lucas se demanda si une créature puissante vivait près d'ici. Il s'agenouilla pour se concentrer et ressentir l'environnement. Il perçut une présence venant d'un sentier et trouva l'entrée d'une grotte sombre d'où émanait une obscurité. Un loup grognant, aux yeux lumineux, émergea de l'obscurité. Avec un sourire, Lucas annonça qu'il l'avait trouvé. Il sauta entre les arbres, réalisant que la créature, à 1 kilomètre, l'avait aussi remarqué. Le jeune homme laissa son sac à l'entrée de la grotte et entra dans le repère de la bête. Un énorme loup de feu et de glace de niveau 6 émergea, grognant contre lui. La créature le fixa avec des yeux intimidants. Lucas comprit qu'étant un loup, il était logique qu'il soit si territorial. La bête chargea, la bouche ouverte, prête à attaquer. Poing serré, il l'invita à le confronter. Lucas frappa alors la patte du loup, et la créature répliqua avec une puissante explosion de glace. Lucas bloqua l'attaque, recouvrant son poing de glace. Le loup recula face à cette défense inattendue. Il brisa la glace et frappa la créature au visage. Le loup étourdi, Lucas recula en tenant un morceau de glace. La bête chancela et heurta le mur de la grotte. Se tenant au-dessus de la créature tombée, il déplora que s'il avait plus entraîné, il aurait causé bien plus de dégâts. Lucas la provoqua pour se relever, disant que le combat n'était pas encore fini. Le loup se releva et concentra une sphère de feu dans sa bouche. Puis il tira une immense rafale de flammes. L'explosion de feu consuma la zone. Au cœur des flammes, la créature tenait bon. Le loup hurla, mais Lucas apparut à ses côtés, indemne de l'attaque. Le garçon prépara un autre coup pendant que la bête le fixait, puis frappa violemment le ventre du loup. L'impact le projeta contre le mur de la grotte, et le loup tomba au sol, enfin vaincu. Lucas observa l'animal tomber, commentant son rare pouvoir de contrôler le feu et la glace. Même blessé, le loup le fixait. L'œil de la créature révélait un motif inhabituel. Ses yeux brillaient dans la lumière tamisée. Lucas affirma que c'était une bête magique très rare. Lucas s'approcha du loup. La bête cracha une explosion de feu et de glace. Il fit face à l'attaque double. 2 rafales de puissance foncèrent vers lui. Lucas vit de la vapeur s'élever là où les éléments se heurtaient. Une attaque rapide le frôla. Le loup profita de la distraction pour s'échapper, s'élançant à toute vitesse hors de la grotte. Lucas sauta après lui, criant qu'il ne le laisserait pas filer. Il tendit la main et réussit à saisir la queue du loup. D'un puissant tour, il le lança dans les airs. Tenant un morceau de fourrure, Lucas dit que combattre une énorme bête magique est un bon entraînement et que ça doit rapporter beaucoup de points. Soudain, une surprise traversa son visage. Un autre loup identique apparut et attaqua la créature avec laquelle il se battait. Lucas recula en évitant l'assaut. Un loup lança un torrent de flammes dans sa direction. Pendant ce temps, l'autre attaqua par-dessus. Le premier loup intensifia son attaque de feu. Lucas plongea vers le sol, leur criant de se calmer. Il frappa le sol de son poing, générant une énorme onde de choc. Son poing serré tremblait sous la force de l'impact. L'énergie des coups se propagea dans toute la grotte. Les 2 loups le maintinrent au sol et il se demanda s'il allait être vaincu. Il n'avait d'autre choix que d'utiliser son dernier recours. 2 énormes pattes s'écrasèrent à l'endroit où il se trouvait. Il leva les yeux vers la nouvelle menace. Un loup encore plus grand atterrit devant lui. La créature géante laissa tomber un noyau de feu et un noyau de glace. Lucas se demanda si c'étaient des noyaux de bêtes. Dans ce monde, certaines bêtes magiques naissent avec un noyau contenant tout leur pouvoir. Si l'énergie vitale d'un humain touche ce noyau, la créature devient sa bête apprivoisée. Alors, Lucas demanda au loup s'il voulait devenir son serviteur. Sourire aux lèvres, le jeune homme accepta la proposition, la considérant comme une acquisition inattendue. Même les mages n'avaient pas de bêtes apprivoisées de niveau. Fiers, les bêtes magiques ne se soumettent jamais à un humain. Lucas exécuta le rituel,
transféra un peu de son énergie aux deux noyaux et les offrit au loup, qui les absorba dans son corps. Surpris, Lucas entend une voix l'appelant maître. Il cherche la source et découvre que c'est le loup qui parle. Il réalise qu'il peut comprendre la créature. Lucas l'appelle bon garçon et décide de l'appeler Hule, ce que la bête accepte. Il se demanda alors si le territoire du lui appartenait maintenant. Et s'il y avait de bons butins de ses chasses, le loup regarda sur le côté avec un air déterminé. Le loup frotta son museau contre le visage de Lucas avec affection. Hule l'invita à le suivre vers son trésor et Lucas loua son intelligence. Le duo s'enfonça dans la grotte. Ils passèrent devant des créatures accrochées au plafond, l'odeur faisant grimacer Lucas. Ils découvrirent un tas correspondant à une bête magique de niveau 6, avec les restes d'une créature ancienne et même des gemmes précieuses. Il fut surpris de découvrir un véritable trésor. Hule le corrigea, précisant que ce n'était pas le sien, mais le trésor du maître, constitué des objets laissés par des aventuriers près des restes. Puis, la créature le guida vers une collection de noyaux de bêtes. Tous de niveau 3 ou supérieur, y compris 2 de niveau 6. Le loup expliqua qu'il avait mangé tous les noyaux avec des attributs d'eau et de feu. La narration révéla que pour monter de niveau, une bête doit consommer un noyau d'un autre de niveau égal ou supérieur. Cela signifie qu'il a battu au moins 2 adversaires de sa force. Lucas le félicite pour son bon travail et lui remet une récompense. Le loup la renifle et dit qu'elle sent bon. Hule paraît revigoré après l'avoir consommée. Lucas expliqua qu'il s'agissait d'une potion de guérison efficace sur les bêtes magiques et confia à Hule la mission de récupérer et garder le trésor. Hule accepta avec enthousiasme. À côté de lui, Lucas annonça qu'il était temps pour la prochaine étape. Un sourire discret apparut sur ses lèvres. Le lendemain, le soleil illuminait le bâtiment imposant de la classe de l'académie. Lucas et Sharp entrèrent dans la salle, où Loa Miranda était déjà assise. En bâillant, Lucas commenta que malgré une nuit blanche, il ne se sentait pas fatigué grâce à l'encens de sommeil. Il se souvint d'avoir tenté de compter son trésor, mais Hule ne cessait de le déranger. L'horloge au mur montrait que le cours allait commencer. La salle des arts martiaux était presque vide. Sharp se demanda où était le professeur et pourquoi il n'y avait personne d'autre. Kai Toroy suggéra que l'administration avait peut-être oublié de leur assigner un professeur, mais Lucas n'y croyait pas. Des pas précipités se firent entendre dans le couloir. Un homme entra, trébucha sur une bouteille et se plaignit de sa gueule de bois. Sharp observa la scène, mais Lucas garda une expression neutre. Le nouvel arrivant s'appuya contre la porte, se présenta comme Shigar, chef du département des arts martiaux, et annonça le début du cours. Lucas le regarda en silence. Shigar écrivit son nom au tableau. Il se tourna vers la classe avec un petit livre. Kai Toroy fixa le professeur, exigeant de savoir s'il était vraiment leur enseignant, notant qu'il ne semblait pas à la hauteur. Dans un flou de mouvement, Lucas frappa. Kai s'assit, stupéfait par cette action soudaine. Ce mouvement rapide fit sourire Lucas. Le professeur annonça l'appel. Personne ne sort sans permission. Il appela Tichy, qui répondit. Ici, ensuite c'est Lucas. Le jeune homme leva la main, confirmant sa présence. Après la réponse de Collins, Shigar demanda le silence. Le professeur ferma le livre et annonça que tout le monde était là. Shigar dit avoir oublié les manuels et désigna Tichy comme représentante pour les chercher. La fille, incrédule, se désigna. Le professeur confirma que c'était elle. Kai Toroy se leva, protestant que la représentante devait être choisie équitablement. Il se vantait que, grâce à son statut et ses compétences, il devait être celui choisi. Puis, quelque chose le frappa au visage. Shigar fit un geste de la main, lui rappelant qu'il avait déjà averti. Il répéta, pas de parole sans permission. Il demanda à Tichy de distribuer les livres d'auto-apprentissage, puis quitta la salle. La jeune femme comprit que c'était sa chance de changer son destin. Kai se plaint du professeur, et Lucas remarque qu'il y a quelque chose de louche chez lui. Kai propose de le signaler à l'administration. Pendant ce temps, Lucas observe la démarche de Shigar et voyant des signes d'une ancienne blessure, se demande à quel point il était fort avant. Il dit à Kai qu'il n'a jamais voulu se plaindre. Kai questionne son attitude. Plus tard, devant la cafétéria, Lucas pense qu'un professeur mystérieux rend les choses intéressantes. Dehors, Kai salue un camarade et se plaint qu'ils n'ont eu que de l'auto-apprentissage à cause de lui. Il râle sur l'irresponsabilité du maître jusqu'à ce que Julia l'appelle, son grand frère. Lucas lui caresse la tête et lui demande comment s'est passée sa première classe. Julia répond que sa prof, Madame Linda, est super cool et l'a encouragée à se présenter comme représentante de classe la semaine prochaine. Elle demande si le département des arts martiaux a choisi quelqu'un, et si c'était lui. Lucas sourit et dit que non. Il les invite à déjeuner, disant que la nourriture est bonne. Julia court devant, excitée, laissant Kai derrière qui crie pour qu'ils attendent. À l'Alan Magic Academy, les repas font partie du système d'échange de points. Les nouveaux élèves ne peuvent échanger de l'argent
Il s'est plaint. Ils ont payé un coin chacun, mais la classe élite a eu 100 points, alors que le département des arts martiaux n'en a eu que 10. Un membre du personnel lui dit de partir s'il a un problème. Kai réalise que le personnel discrimine ouvertement les étudiants en arts martiaux. Elle dit que les étudiants sans talent doivent travailler dur pour économiser des points. Kai se sent privé de ses droits en s'inscrivant ici. Julia lui offre de la nourriture. Touché, il la qualifie de douce. Lucas trouve son camarade un peu dramatique. Alors que Kai est assis près de Lucas, Maya Rosta s'approche. Souriante, elle salue Lucas et Julia, disant qu'ils se revoient. Julia l'invite à se joindre à eux, mais elle décline en remerciant, disant qu'elle a déjà mangé. Elle leur offre des biscuits qu'elle a cuisinés pour les remercier de leur aide. La petite fille prend les douceurs avec un sourire. Lucas goûte un biscuit et dit à Maya qu'elle est une excellente cuisinière. Elle sourit. Kai demande un biscuit. Il fait l'éloge de la douceur et se présente comme Kai Tarwa. Maya Rosta se présente à son tour. Lucas regarde l'échange. Julia fait un signe d'au revoir pendant que Maya s'éloigne. Lucas remarque que la cafétéria n'est pas un bon endroit pour rencontrer des gens. Mina s'approche de leur table et demande si la nourriture est bonne, saluant timidement Lucas. Soudain, Théodore Polymel descend en flottant avec magie du feu. Après avoir atterri, il s'assoit sur un banc pour se reposer. Lucas mange un biscuit en se remémorant la cérémonie d'entrée. Il aperçoit le professeur Shigar s'éloigner en buvant d'une bouteille. L'homme prend une gorgée, puis quitte la cafétéria et traverse le terrain de l'académie. Peu après, Shigar ouvre une porte. À l'intérieur, deux hommes remarquent qu'il est encore le dernier. L'un dit qu'il pensait qu'en dirigeant le département des arts martiaux, cela l'aiderait. L'autre répond qu'on ne peut pas lui en vouloir. Assis à la table, Shigar s'étire. Une femme blonde le fixe, sérieuse. Quelqu'un tape des doigts sur la table pour attirer l'attention. Avec tout le monde présent, la réunion commence enfin. Un homme plus âgé annonce l'ordre du jour, le tournoi de dressage de bêtes magiques. C'est une tradition annuelle dans l'Empire Carmina pour tous les nouveaux élèves de l'Alan Magic Academy. Un instructeur indique qu'ils ont déjà préparé plus de 2000 bêtes de niveau 1. Il aura lieu dans 6 jours, comme chaque année. Un professeur propose que les étudiants en arts martiaux s'abstiennent, jugeant cela inutile. Il frappe la table. Shigar se lève et s'oppose. Le professeur se défend, disant qu'il pense aux étudiants. Un instructeur intervient pour soutenir M. Shigar. Elle dit que tant qu'ils sont des nouveaux, les étudiants en arts martiaux doivent participer. Un autre enseignant acquiesce, affirmant que tous les étudiants doivent être traités de manière égale. L'homme se demande pourquoi certains professeurs soutiennent encore Shigar. Surtout Linda. Shigar et l'instructeur fixent le professeur. Il cède, mais dit que les étudiants auront peur. Un homme âgé déclare que c'est décidé. Le département des arts martiaux participera. Le professeur dissident quitte la pièce. Un autre instructeur s'approche de Linda. Lui demandant si elle est sûre, il explique que les arts martiaux nécessitent un vrai combat, mais que le tournoi de dressage pourrait être trop dur. Linda sourit faiblement, se remémorant des paroles anciennes. Shigar affirme qu'un lâche ne peut pas se dire artiste martial. Tout étudiant qui refuse de participer au tournoi devra quitter le département. Il est annoncé que le tournoi de dressage de bêtes magiques se tiendra dans 6 jours. Le professeur informe la classe qu'après la leçon, ils auront un entraînement pratique au combat pour que tout le monde puisse vaincre une bête magique. Kai Tarwa remet en question l'intérêt de participer. Le tournoi sert juste à choisir un représentant de classe. Et ils en ont déjà un. Le professeur demande à l'élève de se taire. Le cours commence. Lucas repose son menton sur sa main, détournant le regard. Dehors, les élèves s'entraînent. Pendant ce temps, une élève est poussée contre un pilier en bois. Tichy ajuste sa posture de combat. Un élève dit à un autre que tout le monde a réussi l'examen d'entrée, donc ils ne sont pas si mauvais. Tichy attaque avec un coup de pied qui soulève la poussière. Lucas esquive, faisant trébucher l'attaquant. Shigar lève une bouteille et annonce qu'il est tard, mettant fin à l'entraînement. Kai Tarwa, assis par terre, dit que c'est enfin fini. Colin s'approche avec Sharp, qui promet d'apporter sa nourriture plus tard. Kai demande s'il a fait un autre marché, explique qu'il a échangé une pièce contre de la nourriture. Sharp demande pourquoi il n'a pas été au courant d'un si bon plan. Colin s'excuse et lui promet le prochain, ce que Sharp accepte. Lucas les observe. Kai s'approche de Lucas et lui demande s'il n'est pas très malin. Il passe son bras autour de Lucas, lui proposant de lui enseigner gratuitement. Lucas sourit, le remercie mais refuse. Kai se souvient que Lucas a une sœur dans la classe élite et n'a pas à se soucier des points. Plus tard, Lucas pense que Kai a tout faux. Il dit que même sans Julia, il ne s'inquiète pas pour la nourriture. Lucas s'essuie la bouche. La nature lui offre tout. Il prépare un gros morceau
Il se souvient que la vice-présidente Mina a essayé de se rapprocher de Julia aujourd'hui. Il ne peut pas baisser sa garde et s'il sent la moindre mauvaise intention, il l'arrêtera. La queue d'Hul remue derrière lui, et Hul regarde la viande qui rôtit. Lucas offre la viande à Hul, lui disant de se régaler. Hul dévore le repas. Lucas prévient qu'après, Hul l'aidera à s'entraîner en toute sécurité dans la forêt. Pendant ce temps, au domaine de la famille Ryan, une femme est assise seule sur un balcon la nuit. Holt s'approche par derrière. Il lui demande si elle pense encore aux enfants, et elle confirme. Il commente que leurs cours ont probablement commencé maintenant. Holt suggère qu'elle devrait aller leur rendre visite si elle leur manque tant. Il propose de l'emmener, puisqu'il doit passer par Dashu City pour le travail. Elle le remercie pour l'offre. La femme exprime sa joie de pouvoir voir les enfants. Chez le comte Grindo, plusieurs figures encapuchonnées se rassemblent dans une grande salle. 3 membres masqués scrutent les lieux. Une femme aux cheveux verts accueille Jessica, ravie qu'elle soit là, et l'invite à s'asseoir. Jessica Ryan, Maskee, observe El Hotess. L'hôtesse présente sa nouvelle création, Jade Dream, une boisson spéciale. Jessica prend un gobelet avec un liquide. La femme aux cheveux verts saisit un petit flacon d'essence rare et ajoute quelques gouttes au mélange en touche finale. Elle dit à tous d'en profiter. L'hôtesse parcourt la salle et annonce le début de l'activité. Jessica, assise avec son gobelet, se demande comment une fille de 11 ans a pu détruire le groupe Blackwind. Elle explique que Julia a reçu une bénédiction de niveau 7. L'hôtesse commente que la fille a hérité du talent des familles Catherine et Miranda. Mais la femme aux cheveux verts insiste qu'un simple niveau 7 n'aurait pas dû être capable de les vaincre. Elle tire l'oreille de Jessica, lui disant que les efforts de sa fille ne porteront pas leurs fruits. L'hôtesse relève le menton et demande si elle veut tuer Catherine et sa fille pour devenir baronne. Jessica acquiesce et demande quoi faire. La femme aux cheveux verts sourit et place un symbole sur la table. FR. L'hôtesse dit que le moment où un jeune bourgeon se fan est beau. Tichy mentionne qu'ils ont eu un entraînement pratique ce matin. Certains élèves se plaignent de douleurs dans tout le corps et traitent M. Shigur de monstre. Elle admet que ça fait mal, mais c'est pour devenir plus forte. FR. Une camarade lui pose une question. Lucas et Kai, eux, disent ne rien ressentir. Tichy les observe. Kai se vante d'être le plus fort, soutenu par ses amis, tandis que Lucas regarde la scène de loin. FR. Tichy note que les 4 semblent bien et conclut qu'ils deviendront de grands artistes martiaux. Kai charge au combat, criant pour commencer. Lucas bloque le coup de son adversaire. Kai voit sa main arrêtée, puis Lucas l'attaque avec un coup de paume. FR. Il se prépare à un contre. D'un coup, il envoie Kai et les autres voler. Kai le félicite, disant que ce n'était pas mal. Lucas répond qu'il ne l'était pas non plus. Il regarde les autres élèves s'entraîner de loin, puis se retourne, sentant qu'on l'observe. FR. Un homme âgé médite sous un grand arbre. Kai s'approche et demande si c'est ce vieux. Profitant de la distraction, il l'attaque en criant qu'il a laissé une ouverture. Mais l'attaque échoue et il est projeté au sol. Il se relève et dit à Lucas de ne pas regarder ailleurs. FR. Ils se battront jusqu'à ce qu'il y ait un gagnant. Lucas acquiesce et se prépare à continuer. L'homme âgé se lève et s'en va. Une jeune femme demande au directeur Otani s'il retourne à la bibliothèque, mais il refuse sa compagnie, le qualifiant de fascinant. FR. Il réalise que le garçon cache sa vraie force et décide de se souvenir de Lucas. Même lui ne peut évaluer ses capacités, tandis que Kai célèbre sa victoire. Plusieurs heures plus tard, le cours se termine enfin. Il se rappelle qu'après-midi, M. FR. Shigar a enseigné des techniques de massage, soulignant leur importance. Un camarade de Lucas, Massages Sharp, dit que c'est le bon endroit. Lucas trouve l'effet incroyable. Maintenant, il est temps de progresser dans le nouveau domaine d'entraînement. FR. Il décide d'abord d'acheter les matériaux nécessaires. Le magasin de fournitures magiques de l'Alan Magic Academy a une grande sélection de produits rares. Il entre et compare ça à un centre commercial. Un mannequin de haute qualité coûte 30 points. Et comme partout ailleurs, il doit payer avec des points. FR. Il réalise que la sélection est excellente, mais tout est cher. Il va dépenser 1000 points par mois. Même s'il sait que Julia gagne beaucoup de points, il ne peut pas toujours compter sur elle. Il se sentirait mal si elle perdait son argent. FR. Aujourd'hui, il achète juste la potion magique pour son bain. La prochaine fois, il échangera des matériaux de la grotte contre des points. La vendeuse sommeille à son bureau, se réveille en levant la tête, et Lucas s'approche pour demander l'article. FR. La vendeuse l'informe que le total sera de 5 points. Il utilise sa carte pour le paiement. La femme remarque sur son uniforme qu'il est étudiant en arts martiaux et dépense la moitié de ses 10 points d'un coup. Elle confirme le paiement de 5 points et lui remet le produit. FR. Lucas la remercie. Elle se demande s'il peut vraiment tout utiliser, le prévenant qu'il le regrettera s'il gaspille ses points. Il répond qu'il ne pense pas que ce soit suffisant. FR.
comme les étudiants en arts martiaux n'ont pas de cours de potions, elle s'affale sur sa chaise, se plaignant de sa haine pour les nobles. Cette nuit-là, Lucas se détend dans un bain chaud dans sa grotte. Fr. Il réfléchit que mélanger la potion dans le bain ne fait pas disparaître l'effet médicinal et que ce serait du gâchis de tout jeter. Il considère ensuite qu'il ne peut pas faire boire son eau de bain à quelqu'un d'autre. Hui émerge de l'obscurité derrière lui. Fr. Lucas sort du bain, satisfait, et décide d'aller chercher des matériaux à échanger contre des points. Il résout de se limiter à des matériaux de niveau 2 pour ne pas attirer l'attention, mais une créature émerge de l'eau derrière lui. Il se retourne. Fr. Hui boit l'eau du bain, et Lucas lui demande ce qu'il fait. Caché derrière le tonneau, Lucas demande si Hui a bu toute l'eau. Le loup le fixe simplement. Lucas sort alors de la baignoire en disant que ce n'est pas grave, puisque cela renforcera aussi le corps d'Hui. Fr. Hui le remercie et demande de la viande, ce qui pousse Lucas à l'appeler glouton, notant que cela règle le souci de l'eau gaspillée. Il prévoit d'échanger les matériaux contre des points dans 3 jours et de cacher les outils près des dortoirs. Fr. La vendeuse le voit avec un lourd outil et propose son aide magique, mais il refuse. Elle lui fait un signe d'au revoir en l'appelant enfant béni. Shigar rappelle que le tournoi de dressage est demain et demande aux élèves de ne pas relâcher leurs efforts. Fr. Ils peuvent rentrer s'ils ne veulent pas s'entraîner. Le professeur note que la jambe de Sharp est trop haute, le rendant vulnérable, puis se tourne vers Kai. Il remet en question son coup faible, mais Kai répond qu'il a déjà battu Lucas, Sharp et Collins. Fr. Le professeur frappe Kai et demande aux 3 s'ils ont vraiment perdu contre lui. Lucas, Sharp et Collins confirment. Shigar se couvre le visage, se plaignant des nobles gâtés. Il demande ensuite à Tichy de combattre Kai, et elle accepte. Fr. Les deux se placent sur le terrain d'entraînement. Kai annonce qu'il ne retiendra pas ses coups et qu'il prouvera qu'il est le meilleur pour être le représentant de la classe. Tichy l'invite à commencer. Il avance en donnant un coup de pied, criant pour qu'elle... Fr. Kai sourit pendant l'attaque, mais Tichy le frappe au ventre, le faisant reculer sous l'impact. Son bras bouge rapidement. Elle bloque son coup avec sa jambe et lui demande ce qu'il en pense. Kai réagit à son contre-attaque avec un seul coup qu'il envoie à nouveau voler. Fr. Kai est au sol avec une marque sur le front. Il bloque son attaque en criant de ne pas le sous-estimer. Tichy prépare une autre attaque de paume et l'envoie voler à nouveau. Fr. Lucas regarde la défaite et dit qu'il comprend pourquoi le professeur a choisi Tichy comme représentante. Shigar demande à tous de prendre l'entraînement au sérieux. Tichy s'approche de Kai et lui demande s'il va bien. Fr. Le professeur prévient que demain, chacun doit apprivoiser au moins une bête magique et menace d'expulser ceux qui échouent du département des arts martiaux. Shigar déclare que c'est la dernière ligne droite et qu'ils se battront jusqu'au coucher du soleil. Lucas aide Kai à se relever. Fr. Il dit à Kai que sa défense est un désastre, mais qu'il ira bien s'il corrige cette mauvaise habitude, mais Kai le nie. Il déclare qu'il pense être amoureux de Tichy. Il explique que c'était la première fois qu'il était battu par une fille et qu'il a déjà pensé à des noms pour leurs enfants. Fr. Le lendemain, les élèves doivent entrer par la porte de façon ordonnée. Kai trouve l'endroit immense et se demande combien de bêtes magiques y sont, commençant à avoir peur. Fr. 2 élèves d'un autre département se moquent des étudiants en arts martiaux, affirmant qu'ils seront rapidement détruits. Shigar demande à ses élèves de profiter du temps pour mémoriser les règles du tournoi, plutôt que de se soucier de pensées inutiles. Lucas s'assoit à côté de son professeur dans les gradins et regarde sur le côté. Fr. Kai avoue qu'il est nerveux, mais Lucas lui conseille de penser aux bêtes magiques comme à M. Shigar, car elles sont faibles. Il lui dit de s'imaginer en train de le mettre à terre. L'idée l'excite, mais Shigar les avertit qu'il entend tout ce qu'ils disent. Fr. Lucas rappelle à Kai qu'une bête magique de bas niveau ne peut pas briser sa défense. Kai promet de ne plus refaire cette erreur. Shigar observe Lucas donner de bons conseils. Pendant ce temps, Julia annonce le début du tournoi. Fr. Elle demande au premier groupe de concurrents de se préparer. Un instructeur félicite la fille d'avoir terminé en seulement 3 minutes. Elle le remercie. Puis, elle demande où se déroule la compétition du département des arts martiaux pour pouvoir regarder son frère. Fr. L'homme lui dit que c'est au site 10, le dernier. Elle prend un encas en attendant et s'éloigne dans le couloir. Loa Miranda observe, se demandant si Lucas Ryan aura les mêmes résultats qu'à la cérémonie d'entrée. The announcer explains that when a beast submits, vibrant smoke will emit from its body. This allows professors outside the barrier to track each student's progress and assign grades. A professor observes the tournament's progress. A teacher announces that the mission at Site 5 is complete. Elle appelle les prochains concurrents à se préparer. Un instructeur félicite la fille d'avoir terminé en seulement 3 minutes. Elle le remercie, puis demande où se déroule la compétition des arts martiaux pour voir son frère. L'homme l'informe que ce sera au site 10, le tout dernier. Elle décide de prendre un encas en attendant. La fille s'éloigne dans le couloir. Loa Miranda observe et se demande si Lucas Ryan obtiendra les mêmes résultats qu'à la cérémonie d'entrée. 2 heures plus tard, un élève s'inquiète d'avoir un seul point.
Son camarade le rassure, expliquant qu'à part la classe élite, tous les mages n'ont eu qu'un point. Kai se demande s'ils resteront dans le département des arts martiaux. Lucas lui dit de ne pas s'inquiéter. En termes de puissance brute, ils ne sont pas plus faibles que les classes de mages. Shigur joint les mains et acquiesce. Il dit aux élèves de ne pas se sous-estimer. Personne n'a été blessé, car une bête magique de niveau 1 ne peut pas blesser un humain. Le professeur dit qu'ils sont plus forts que les mages de bas niveau en combat rapproché et les encourage à avoir confiance. Les élèves trouvent bizarre que M. Shigur les soutienne. Tichy s'approche et confirme qu'elle a vérifié. Personne n'est blessé. Tichy explique que la plupart des élèves sont juste épuisés d'avoir drainé leur mana. Elle révèle aussi une information importante. Ils utilisent des barrières pour restreindre les mouvements des bêtes, ce qui empêche les étudiants d'être encerclés. Elle conseille que si un élève ne peut pas gagner, il doit fuir et chercher une bête plus faible pour un bon score. Les élèves la remercient pour ces infos. Shigur pense que choisir Tichy comme représentante était judicieux. Un professeur dit avoir entendu un élève sournois espionner. Il se tourne vers Shigur et dit que sans talent, on doit compter sur des astuces lâches pour survivre. Shigur lui demande ce qu'il veut. Greg répond qu'il est là pour les avertir. Le département des arts martiaux est le prochain. Il ajoute que les élèves doivent donner le meilleur d'eux-mêmes, sinon le département pourrait fermer. Le professeur reste silencieux. Greg dit que ce ne serait pas un problème si le département disparaissait, il n'aurait jamais dû exister. L'homme se retourne et s'éloigne en riant, tandis que Lucas le regarde partir. Il se souvient que ce type ressemble aux intimidateurs de son passé. Lucas se lève et demande s'il passe en premier. Shigur confirme, mais lui propose de laisser quelqu'un d'autre passer s'il est nerveux. Lucas refuse l'offre. Il déclare qu'il va y aller en premier. Comme prévu, Lucas affirme qu'il obtiendra un bon score pour montrer à tous ceux qui méprisent le département des arts martiaux. Ses camarades l'encouragent, criant qu'ils vont montrer de quoi ils sont capables. Le professeur Shigur remarque leur changement d'attitude, notant qu'ils tremblaient à l'instant. Un élève rappelle de ne pas oublier ce que Tichy a dit. Lucas dit qu'il ne trouve pas juste d'utiliser des honorifiques. 10 minutes plus tard, au site 10, il se retrouve dans une arène sombre et brumeuse. Il serre le poing, prêt à agir. Des cercles de magie de perception apparaissent dans le ciel. Il doit les éviter. Il court le long de la barrière pour cacher ce qui se passe à l'intérieur. On explique que lorsqu'une bête magique reconnaît son maître, leurs âmes se connectent, permettant communication et usage temporaire de leurs capacités. Pendant ce temps, un loup blanc ronge un os. Il lève la tête, interrogeant son maître. Pourquoi utiliser son pouvoir alors que le maître est déjà plus fort? Dans l'arène, une patte de loup apparaît et attaque. Avec l'esprit du loup à ses côtés, Lucas dit que soumettre une bête magique de bas niveau est facile. Mais un énorme hibou fonce droit sur lui. Il l'identifie comme une bête magique de haut niveau et ordonne une retraite. Le hibou avance, attaquant avec ses serres. Puis, la créature s'envole dans la grande arène circulaire. Mais Lucas l'intercepte en plein vol avec une patte de loup spectrale. Il frappe, expliquant qu'il vaut mieux briser la volonté de se battre des bêtes pour faciliter le dressage des autres élèves. La bête s'écrase au sol. Il s'approche, disant que le pouvoir de Lila est utile. La présence d'une bête de haut niveau devrait suffire à intimider celle de bas niveau. Ses yeux tournent. La créature tombe dans une transe. Lucas la remercie de s'être soumise si facilement. Il déclare qu'il ne peut pas laisser la fumée de potion s'échapper tant qu'il n'a pas apprivoisé chaque bête dans la zone. Le hibou reste au sol, soumis. Il annonce qu'il part chercher d'autres bêtes, dit au revoir et s'en va. Le hibou déclare qu'il ne veut plus jamais le revoir. En dehors de l'arène, le tableau montre que Lucas Ryan a toujours 0 point. Kai désespère en voyant que la moitié du temps est écoulée. Julia affirme qu'ayant eu un score parfait, elle sait que son frère peut faire de même. Holt Ryan observe les élèves de loin. Greg remarque qu'avec 0 point, il ne peut même pas battre la bête magique de bas niveau. Il ajoute que c'est la différence entre un artiste martial et un mage. Shigur reste silencieux en observant Greg. Julia leur crie de ne pas se moquer de son frère, affirmant qu'il est incroyable sans magie. Holt Ryan grogne que défendre un artiste martial la rend aussi aveugle que le professeur Linda. Greg lui dit de dire ce qu'elle veut. Mais les résultats parlent d'eux-mêmes. Soudain, une notification annonce que Lucas Ryan a acquis un point. Kai et Tichy célèbrent. Au moins, il va rester dans le département des arts martiaux. Un professeur s'approche, se demandant pourquoi ils se réjouissent d'un seul point alors que son meilleur score est 5. Puis les points montent à 2, 3, 4 et atteignent 5, laissant Greg stupéfait. Il n'arrive pas à croire que le département des arts martiaux ait égalé le score de son meilleur élève. Dans l'arène, Lucas marche sur un serpent géant. Avec les bêtes intimidées, ses camarades peuvent accumuler des points facilement. Il décide d'obtenir son score parfait et de sortir. Puis, une bête lion apparaît. Lucas
Une notification annonce que Lucas Ryan a obtenu un score parfait de 10 points. Julia célèbre, s'exclamant que c'est son grand frère. Lucas sort de l'arène. Une voix au haut-parleur se demande si le département des arts martiaux a vraiment obtenu un parfait 10. Il caresse Julia sur la tête. Elle rayonne, disant qu'elle savait que son grand frère pouvait le faire. Greg se met à crier, affirmant qu'il est impossible qu'un étudiant de première année en arts martiaux apprivoise 10 bêtes magiques. Il accuse Lucas d'avoir utilisé un ringé, mais Lucas reste impassible. Alors que Julia se cache derrière lui, Shigur intervient et saisit la main de Greg. Il affirme que le garçon n'a rien fait de mal. Un surveillant s'approche et demande à Greg s'il sous-entend qu'il a accepté un pot de vin pour tricher. Greg se rend compte qu'il a oublié les surveillants et que les tagués poseraient un gros problème. Il recule, disant qu'il trouve suspect qu'un élève ait eu un score parfait alors que le mannequin d'entraînement s'est cassé. Le surveillant décide d'enquêter. Kai se plaint qu'il se moque du jugement. Lucas le calme, lui disant de les laisser faire ce qu'ils veulent. Le jeune homme affirme qu'il n'a rien à cacher. 10 minutes plus tard, à l'intérieur de la barrière, une énorme bête ouvre son œil. La barrière s'abaisse. La bête réalise qu'elle peut voir dehors et que l'humain fort est parti. Décidant de s'échapper, elle vole hors de l'arène, mais des chaînes piègent le hibou. Un surveillant remarque que les bêtes sont agitées, mais pas assez pour un déplacement. Il demande à son collègue s'il croit vraiment que l'élève a obtenu un score parfait de manière légitime. L'autre surveillant répond qu'il n'a rien trouvé, mais quelque chose doit être arrivé aux bêtes magiques. Il accepte d'envoyer les 10 bêtes pour un examen détaillé et de reprendre le tournoi. Une annonce est faite. Aucun problème n'a été trouvé lors de l'inspection. Les prochains concurrents doivent se préparer. Lucas remarque que, même sans preuve, on ne croit toujours pas en ses capacités. Il se dit que la vraie surprise commence. Tichy parle avec le professeur Shigur, puis court dans l'arène. Déterminée, Tichy dit qu'elle ne peut pas perdre contre Lucas. Un loup charge vers elle dans le ring. Elle attaque avec une pluie de coups. Si elle ne peut pas le soumettre en 30 secondes, elle changera de tactique et ira vers la porte. Tichy donne un coup de pied au loup. La bête reconnaît son aura, semblable à celle des monstres, et se demande si celui-ci est encore là. Tichy serre le poing, déterminée. Elle frappe à nouveau le loup, qui se recroqueville au sol. Elle se demande comment un loup noir de niveau 3 a pu se soumettre si facilement. Elle regarde sa main, se demandant si c'était une coïncidence. Tichy sourit, pensant que le département des arts martiaux n'est peut-être pas si faible. Puis, elle se jette sur une autre créature. Son score grimpe rapidement en défaisant bête après bête. Dehors, Kai crie des encouragements pendant que le professeur Shigur observe. Elle continue de se battre, marquant encore plus de points. Puis, la jeune femme affronte un énorme tigre à dents de sabre et le défait d'un coup. Une notification annonce que Tichy Imaru a obtenu un score parfait de 10. Kai célèbre, surpris qu'elle ait été plus rapide que Lucas, et se demande ce qui se passe. En quittant l'arène, elle réfléchit que les bêtes n'étaient pas si effrayantes. Être artiste martial ne les rend pas plus faibles que les mages. Dans le troisième match, un élève attaque une créature de type chauve-souris. Collins la cloue au sol et obtient un parfait 10 avec son poignard. Ensuite, lors du quatrième match, Sharp donne un coup de pied à une grande bête simiesque et obtient un parfait 10. Dans le cinquième match, Kai Taroi frappe un tigre à dents de sabre, qui s'effondre, vaincu. Kai célèbre son score parfait de 10 contre l'animal. Le tableau affiche que Julia, Loa, Lucas et Tichy atteignent également le score maximum. Au fur et à mesure que le tournoi avançait, les étudiants en arts martiaux continuaient d'accumuler des scores parfaits, grimpant directement au sommet de chaque épreuve. Le professeur Shigur sourit discrètement en voyant les résultats. Il prend une gorgée de sa flasque. Un surveillant annonce que l'inspection n'a révélé aucun problème avec les bêtes magiques ou la barrière. Un homme plus âgé loue leurs compétences en arts martiaux, mais se demande pourquoi les scores de la division sont si élevés. Un surveillant dit que les bêtes étaient déjà effrayées par les attaques des mages, mais son collègue répond que cela ne s'est jamais produit. L'homme plus âgé explique que, puisque c'est le premier tournoi de la division des arts martiaux, les étudiants au combat rapproché ont dû effrayer encore plus les bêtes. Il décide que la division passera en premier l'année prochaine, mais les scores actuels resteront. Greg proteste, criant que cela signifie que la division des arts martiaux sera à égalité avec la division d'élite. Le professeur Shigur l'observe. Le directeur lui demande s'il a un problème. Greg recule, parlant de l'équité du résultat. FR, mais l'homme plus âgé dit que la chance fait partie des compétences. Un autre directeur acquiesce, affirmant que ce n'est pas la faute des étudiants et que les scores sont valables. Puis, Otani ordonne à Greg d'annoncer les résultats. Greg regarde Shigur et Lila s'éloigner. FR, il grogne vers Shigur, espérant qu'il écoute. Les deux directeurs continuent de discuter près de la cage des... FR, le directeur Otani dit qu'il ne peut pas donner de détails,
mais assure que ce n'est rien de mauvais pour l'école. Il choisit de suivre son plan et d'ignorer les capacités des garçons. Kai, euphorique, célèbre son score parfait et déclare qu'il doit en parler à son père tout de suite. FR. En marchant dans le couloir, ses camarades disent que dompter les bêtes n'était pas si difficile et qu'ils doivent être plus forts. Lucas attribue leur succès à l'entraînement spécial du professeur Shigur. Une porte se ferme derrière eux. FR. Assis, Kai demande à ses amis ce qu'ils vont faire des 20 points bonus pour la première place. Collins dit qu'il va les garder pour les urgences. Son ami rétorque que la réponse évidente est d'acheter des matériaux de qualité pour l'entraînement de combat du mois prochain. FR. Lucas, avec sa boisson, demande des infos sur l'entraînement de combat. Kai parle de la Tour Alan, le terrain d'essai de l'Académie de magie Alan, où un monde illusoire plein de bêtes permet d'acquérir de l'expérience de combat sans danger. FR. Collins s'inquiète, car seuls 100 étudiants de première année peuvent entrer. Il se demande s'ils auront l'une des 88 places restantes, avec 12 réservées pour la division élite. Kai le rassure. Comme ils ont tous des scores parfaits, leur entrée est garantie grâce au classement du tournoi. FR. Soudain, une chaise grince. Kai demande où ils vont. Collins dit qu'il va au magasin de matériel pour acheter de l'équipement d'entraînement. Lucas regarde ses amis filer dans le couloir, et en sirotant sa boisson, se dit que s'assurer que tout le monde ait un score parfait au tournoi était la bonne décision. FR. Kai s'approche de Lucas et propose d'aller au magasin de matériel, mais Lucas refuse. Soudain, un pendentif se balance devant Kai. Lucas le prend, disant qu'il veut mieux voir le pendentif que le professeur Shigur lui a donné. FR. Kai l'identifie comme le prix pour les 3 meilleurs scoreurs parfaits. Il se plaint que, étant un rang en dessous, le prix aurait dû aller à Tichy. Lucas répond que son seul talent est la pure chance. Kai soupire de resignation. FR. Il décide de retrouver les autres au magasin, et Lucas lui fait un signe d'au revoir. Les résultats s'affichent sur un écran extérieur pour la foule. Le tableau félicite le département des arts martiaux. Tous les membres ont obtenu des scores parfaits. Lila, l'élève de Greg, frappe le sol avec force. FR. Elle dit qu'ils avaient besoin de scores élevés pour la 3e année consécutive pour devenir la classe élite et demande si quelqu'un sait combien son père a travaillé dur ces 10 dernières années. Elle lance un objet vers le tableau et un camarade ajoute qu'ils ont volé 20 places dans la Tour Alan. FR. Un autre acquiesce, affirmant que ces places appartiennent aux mages. Un étudiant dit que les professeurs de bêtes magiques ont affirmé que les étudiants en arts martiaux n'avaient pas triché. Puis, un mage lance un objet au tableau. FR. Il dit avoir entendu que le département des arts martiaux avait soudoyé les enseignants. Un autre acquiesce. Pour le fils Tarois, un pot de vin n'est rien. Puis André, un élève de Greg, révèle avoir vu l'héritier Tarois. FR. Il dit que le gars a acheté le dernier équipement d'entraînement au magasin du campus. Un étudiant craint qu'une fois que le département des arts martiaux ait ses points bonus, ils achètent tous les matériaux précieux. Lila serre son bâton et rappelle que les points faibles d'un artiste martial sont faciles à toucher. FR. Elle dit qu'il est peut-être temps de gérer leur petite poussée de croissance. Un objet est lancé dans les arbres et frappe le sol devant Collins et Sharp. Ils demandent pourquoi ils sont confrontés. Collins tum, touché. Sharp comprend que l'attaque contenait une substance nocive. FR. Il doit se rétablir vite. Il se tourne vers ses adversaires et offre des points pour de l'aide, mais Lila les confronte avec son bâton. Les garçons tombent au sol. Elle leur dit de se taire, n'ayant pas besoin de leurs points. FR. Allongé au sol, Collins demande pourquoi il est attaqué. Lila s'approche et dit que sa demande est simple. Tenant un flacon, elle lui ordonne de retourner au département des arts martiaux et d'informer sa classe qu'ils sont inférieurs. FR. Le soleil se couche enfin à l'horizon. Quelques heures plus tard, Lucas et Kai cherchent leurs amis dans la forêt en appelant leur nom. Kai s'interroge sur l'inquiétude de Lucas, lui rappelant qu'ils sont toujours en retard après leur petit boulot. Lucas répond que c'est différent aujourd'hui. FR. Il s'arrête devant un chemin, sentant que quelque chose ne va pas. Le danger s'intensifie. Il se précipite dans la forêt, laissant Kai derrière. Ce dernier le suit en demandant pourquoi il a couru. Une main blessée se tend vers eux. Il découvre Collins et Sharp allongés au sol. FR. À peine conscient, Kai s'approche de ses amis et demande qui a fait ça. Lucas s'agenouille et tient Sharp. Dans ses bras, Sharp murmure que c'était la classe de Greg et le nom de Lila, disant qu'ils ont été frappés de l'intérieur. Le visage de Lucas est dans l'ombre. FR. Kai crie le nom de son ami. Il vérifie l'état de Sharp, mais Lucas le rassure en disant qu'il est vivant, juste inconscient. Lucas fait les premiers secours à Collins et demande à Kai d'aller chercher des potions. FR. Tenant les bras de son ami, Lucas comprend qu'il a été visé par une technique dangereuse. Il a subi de graves blessures. Il identifie la méthode et serre le poing. Lucas déclare que ce n'est pas une blague, mais une attaque sérieuse. FR. Au sol, Collins appelle ses parents en pleurant de douleur. Lucas regarde son
Fr. Kai explique qu'il a trouvé en rentrant. Lucas dit que leurs vies ne sont pas en danger, mais qu'ils doivent se reposer quelques jours. Kai remercie Lucas, lui tend un sac et jure de ne jamais pardonner à ce responsable. Tichy annonce qu'elle ira au conseil des étudiants demain. Fr. Kai se demande s'ils écouteront. Comme les enseignants ignorent l'affaire, Lucas dit que ça n'a pas d'importance. Tichy remarque son expression et comprend qu'il est devenu une personne différente, loin du Lucas calme et gentil qu'elle connaissait. Il affirme qu'il résoudra cela. Fr. Peu après leur arrivée dans la salle du conseil des étudiants, Théodore Polymet écoute leur rapport. Il demande s'ils souhaitent un duel avec les élèves de la classe du professeur Greg. Lucas confirme qu'il exige des excuses s'ils gagnent et propose son bonus de rang S s'ils perdent. Fr. Théodore remet en question l'absence de preuves. Il demande si le bonus de rang S concerne le pendentif qu'il tient, qui se balance dans sa main. Lucas et Kai observent l'objet. Il le laisse tomber et s'excuse, disant que ses mains ont glissé. Fr. Théodore trouve que parier quelque chose d'aussi peu cher est ennuyeux pour un duel aussi important. Kai reste silencieux, exprimant sa colère pendant que Lucas le retient. Lucas demande quel serait un pari approprié. Théodore se penche en arrière dans sa chaise, réfléchissant à la proposition. Fr. Il dit que le pari devrait être exclusif à cette école. Ayant une idée, Théodore se penche en avant et propose de parier leur qualification d'entrée pour la tour à l'âne, le perdant renonçant définitivement à y entrer. Fr. Lucas accepte le défi. Le duel est prévu dans 2 jours. Les premiers années mécontents acclament la classe de Greg. Leur professeur loue publiquement les 3 étudiants qui ont affronté le groupe d'Aldo. Shigur, lui, reste silencieux. Fr. Il a intensifié l'entraînement de ses étudiants. Le jour J, une grande foule se rassemble dans l'arène. Les 2 groupes prennent position. La foule crie que ces 3 combattent pour le département des arts martiaux. Lila dit que s'ils abandonnent, elle pourrait y réfléchir. Fr. Lucas répond qu'ils ne connaîtront le résultat qu'à la fin du duel. Une voix demande aux 2 côtés de se préparer. Kai Tarois déclare qu'il est temps de mettre fin à cela rapidement. André ajuste ses lunettes, tient son bâton et se prépare. Le duel commence. Fr. Kai avance pendant qu'André lance son sort. Il esquive rapidement les projectiles. André n'en revient pas qu'il ait évité toutes les attaques. Kai demande si c'est tout ce qu'il a montré. Kai Tarois continue d'esquiver les projectiles. Fr. Avec un sourire, il demande si c'est tout ce que son adversaire a. André ajuste ses lunettes et dit que Kai n'a même pas compris qu'il est tombé dans un piège. Soudain, Kai réalise que ses pieds sont gelés au sol. La glace grimpe rapidement le long de ses jambes et le fige. André prévient qu'il n'y a plus d'échappatoire et fait ses adieux à son adversaire. Kai Tarois saisit la garde de son poignard. André frappe le sol avec son bâton, faisant résonner l'impact dans la structure de glace. Il demande si l'autre comprend. Il déclare que c'est ce qui arrive quand on provoque un mage. Blessé, Kai ne peut que murmurer. André exige qu'il parle s'il veut se rendre. Dans les gradins, Lila dit qu'un perdant reste toujours un perdant. Elle lui propose de vivre s'il admet sa défaite maintenant. Irrité, Lucas Ryan demande combien de temps elle va encore parler. Mais Kai, tenant un objet, demande si la magie de glace de l'adversaire peut geler la lave de la chaîne de montagne des bêtes magiques. Lila l'appelle idiot. Lucas crie pour qu'il s'enfuit. Une énorme explosion secoue l'arène. André est projeté en arrière par l'onde de choc. Il comprend que c'était de la boue de lave et doute des intentions de Kai. Ce dernier charge à travers la fumée et porte un coup décisif au torse, brisant un cercle magique. André réagit avec douleur à l'impact. Dans le public, quelqu'un crie qu'un artiste martial a blessé un mage. Un autre spectateur remarque que la jambe de Kai est gravement touchée par l'explosion. On commente que Kai a sacrifié sa mobilité pour s'échapper et qu'il a beaucoup de courage. Souriant, Kai déclare qu'en brisant le sort, son adversaire est devenu vulnérable. André se demande comment il a pu être blessé par un simple artiste martial et crie que, blessé, Kai ne peut pas esquiver et doit abandonner. Des gradins, Lucas Ryan lance un objet vers l'arène. La fiole explose en plein vol, créant une distraction. Kai charge à travers la fumée et saute vers André qui l'appelle fou. Ses mains commencent à geler. Kai se plaint que les utilisateurs de glace sont toujours négligents avec le coup final. André recule en criant de rester en arrière. D'un coup de tête, Kai brise le bouclier de glace de son adversaire, le frappant au visage et le projetant en arrière par la force de l'impact. À terre, André n'en revient pas d'avoir perdu contre un artiste martial. Kai Tarois lève son poignard et déclare que le premier match va au département des arts martiaux. Il demande à Lucas Ryan s'il a vu à quel point c'était incroyable. Lucas révèle qu'il a mis une potion de renforcement dans son petit déjeuner. Kai demande si Tichy sera prête pour le prochain combat contre cette fille. En entrant dans l'arène, Lucas assure qu'elle y... Soudain,
elle esquive une attaque rapide. Plusieurs projectiles frappent le mur derrière elle, libérant une substance sombre. Lila se moque de l'attaque surprise et des principes moraux des artistes martiaux, affirmant que seuls les résultats comptent pour les mages. Tichy traverse les tentacules et frappe Lila d'un coup droit au visage. La mage se demande comment Tichy peut être si rapide à ce niveau. Les yeux de Lila s'écarquillent. Tichy saisit son bras et lui dit qu'elle va lui apprendre quelque chose. Elle explique que ses principes moraux incluent celui qui dit que la vie doit être valorisée. Lila crie en réalisant que c'est de la magie végétale. Tichy frappe alors les chemins de mana de son adversaire avec précision. Lucas Ryan serre le poing. Il commente que le combat est décidé, louant la perception aiguisée de Tichy. Tichy avertit son adversaire de ne pas piétiner la fierté d'un artiste martial si rapidement. Alors qu'elle s'éloigne de Lila, le deuxième match est déclaré victoire pour le département des arts martiaux. Des aiguilles tombent de la main de la mage vaincue. Dans une salle d'observation, un jeune homme interroge Mina sur l'autorisation des aiguilles empoisonnées. Théodore Polymé lui dit de ne pas dramatiser, rien de grave ne s'est passé. Dans les gradins, Greg célèbre, disant que Shigur savait ce qu'il faisait en désignant Tichy comme représentante. Un des étudiants d'élite se plaint qu'au lieu d'être humilié, le plan était de briser l'esprit du département des arts martiaux. Lucas pense qu'il a encore une chance s'il utilise cette technique une fois de plus. Il entre dans l'arène pour la prochaine confrontation, tandis que son adversaire se prépare aussi. Une barrière se lève autour de l'arène, et le troisième match commence. Une attaque rapide fonce vers Lucas. Il regarde l'attaque approcher. L'adversaire avance à grande vitesse, laissant une traînée d'images après lui. Il explique que certains mages apprennent aussi le combat rapproché, et que ses clones laisseront Lucas sans défense. Tichy se demande quel est le plan de Lucas, puisqu'il reste à distance et défend. Lucas décide qu'il n'a pas besoin de montrer sa vraie force pour l'instant. Il frappe fort le sol. Il avance pour au moins tester l'ennemi avec un coup. Le mage n'en croit pas ses yeux. Lucas le frappe avec un coup puissant. L'adversaire doute de sa force. Il contre-attaque avec sa lame, se demandant s'il a rêvé. Il aperçoit l'aura que Lucas a libérée un instant. Le mage dit alors que c'est de la malchance. Lucas regarde l'attaque finale s'approcher. La lame frappe profondément son épaule. Il fixe la blessure en silence. Le mage attaque, affirmant que personne ne peut résister à son art de combat. Il promet de vaincre Lucas complètement. L'adversaire avance avec le coup, mais il réalise que sa technique ne fonctionne pas, et prévient que Lucas ne sortira pas indemne. Dans les gradins, Kai crie que Lucas est en danger et demande ce qui lui est arrivé. Le mage se moque, disant que le mouvement que Lucas cachait n'était qu'un bluff. Lucas saisit alors la lame, et son adversaire déclare que c'est la fin. Lucas tient fermement l'arme, affirmant que cela devrait déjà suffire. Lucas dit alors que c'est son tour. D'un seul coup, Lucas fissure le sol de l'arène avec une onde de choc. Le mage est étonné qu'un artiste martial de niveau 1 puisse créer une telle onde avec une seule jambe. Lucas tient la lame et dit qu'ils n'ont plus à s'inquiéter d'être vus. Il demande alors s'il est prêt. L'adversaire crie que c'est une épée magique. Lucas le jette alors au sol avec force. L'épée magique s'écrase dans sa main. Le mage crie et admet sa défaite. Lucas reste silencieux un moment. Des gradins, Greg se demande pourquoi il abandonne alors qu'il pourrait gagner facilement. Shigur remarque que Greg ne voit même pas à quel point son élève est blessé. Il déclare alors que cela pourrait encore devenir un problème. Les étudiants du département des arts martiaux célèbrent la victoire dans tous les matchs. Ils s'excitent à l'idée de pouvoir réellement battre les mages en duel. Soudain, Tichy crie à Lucas de faire attention alors que l'adversaire vaincu avance pour l'attaquer. Dans sa chambre, Iwa observe la scène et n'en revient pas. Julia demande ce qui ne va pas, et Iwa Miranda explique que le mouvement ressemblait à la technique avancée brûlure méridienne. Elle déclare qu'il n'y a pas eu d'artiste martial capable d'utiliser cette technique dans l'Empire ces 100 dernières années. Pendant que Kaitara célèbre avec Lucas Ryan, Iwa se demande qui il est vraiment. Un des étudiants crie que les trois étaient incroyables, et que les mages ne sont que des lâches. Tichy déclare alors qu'à partir de maintenant, elle défiera tout mage qui les méprise en duel, mais elle se corrige en disant qu'elle a juste mieux performé que d'habitude aujourd'hui. Soudain, Shigur apparaît et les traite de fous arrogants pour s'être laissés emporter si facilement. Tichy promet de devenir plus forte et de les faire regretter. Lucas convient que le professeur a raison sur la confiance sans arrogance. Une femme s'approche de Shigur et dit qu'il sonne comme un vrai professeur. Il répond qu'il ne veut pas que ses élèves finissent comme lui et lui demande ce qu'elle voulait. Jessica Ryan, appuyée contre un arbre, tient une lettre décrivant les chemins magiques rompus du mage blessé. Dans la salle médicale, André est allongé dans un lit tandis qu'une substance sombre émane de son corps. Une voiture arrive devant un grand bâtiment pendant la nuit. Quelqu'un frappe une main sur une table, se demandant comment un simple duel de première année a pu tourner à cette débâcle. Le directeur Otani déplore
Shigur entre dans la pièce, convenant que le coupable mérite une punition sévère. Il révèle alors que la magie utilisée par le trio lors du duel correspond à celle utilisée sur Collins, ce qui en fait les coupables. Shigur demande au directeur de punir sévèrement Greg et les autres selon le règlement. Greg réalise qu'il prévoyait de vaincre ses élèves pendant le duel. Il se demande pourquoi Shigur en parle maintenant. Il saisit Shigur, lui demandant de ne pas changer de sujet pendant qu'il parle de la technique interdite. Shigur répond que ce n'est pas encore confirmé et qu'un novice ne peut pas l'utiliser. Greg acquiesce, affirmant que le garçon de la famille Ryan ne pourrait pas contrôler une telle technique. Shigur souligne qu'un artiste martial avancé peut manier des arts interdits. Greg se rappelle que le seul avancé au duel était le professeur Shigur. Il se tourne vers lui et demande s'il pourrait être le vrai coupable. Shigur répond que s'il pouvait utiliser des techniques interdites, il l'aurait fait depuis longtemps. Maître Otani se demande comment expliquer l'état de son fils si ce n'était pas une technique interdite. Shigur évoque le karma et dit qu'il a interrogé Lucas plus tard, qui a insisté sur le fait qu'il ne pouvait pas utiliser d'arts interdits et a partagé sa théorie. Dans celle-ci, le mage a payé des sommes énormes pour apprendre des techniques dangereuses auprès d'individus douteux. Lucas suggère que, craignant une fuite d'informations, quelqu'un de puissant dans le monde souterrain a profité du duel pour agir. Le directeur réfléchit à cette possibilité. Greg s'irrite, demandant s'il pense pouvoir balayer l'affaire avec des rumeurs ridicules. Son allié acquiesce, disant que ce n'est que de la spéculation. Mais Shigur argue que la théorie est plus crédible qu'un débutant utilisant une ancienne technique interdite. Il avertit que provoquer le ressentiment de cette personne rendra les choses sérieuses. La technique de destruction des méridiens peut neutraliser instantanément même le mage le plus talentueux. Plus tard, Maître Otani, seul dans une bibliothèque, trouve le livre recherché. En l'ouvrant, il constate que la poussière a été enlevée, preuve que quelqu'un l'a manipulé récemment. Dans le livre, le directeur Otani analyse la forme de la main d'une technique précise et confirme que c'était bien ce qu'il pensait. Seul, il reste dans la vaste bibliothèque. La scène change pour les sources chaudes dans la chaîne de montagnes des bêtes magiques. Lucas tient une potion, annonçant que le traitement final pour Sharp et Collins va commencer. Dans l'eau, les deux sont assis dos à dos. Soudain, l'eau autour d'eux commence à bouillonner intensément. Sharp réagit au traitement, tout comme Collins. Lucas leur demande de tenir encore un peu, affirmant que les artistes martiaux peuvent guérir comme les mages. Quelques jours plus tard, une carriole arrive dans la ville de Dak. Catherine Ryan commente à son mari, Holt, qu'ils vont bientôt voir les enfants. Cela fait un moment. Elle note que rien n'a changé depuis longtemps. Holt l'appelle, remarquant son expression. Mais Catherine sourit et lui dit de ne pas s'inquiéter. Elle se rappelle soudain quelque chose du passé. Elle aperçoit au loin un homme menant un cheval. Catherine l'appelle Seiyan, et son petit frère lui répond. Un souvenir d'il y a 10 ans commence. Lorsque les tribus des hommes-bêtes ont attaqué massivement, les créatures ont envahi le territoire. Les gens se sont unis pour résister. Après 3 jours et nuits de combat, les deux camps ont subi de lourdes pertes. Un jeune mage a combattu les bêtes. C'est là que le jeune commandant Holt Ryan et la mage Catherine Miranda se rencontrèrent. Holt affrontait des ennemis, tandis que Catherine l'observait. Après avoir affronté le danger, ils promirent de vivre ensemble. Mais son père s'est opposé au mariage, ce qui a conduit Catherine à couper les liens avec la famille Miranda. Seiyan se souvient que leurs enfants se sont d'abord rencontrés à l'école de magie Alan et que le temps passe vite. Il dit avoir entendu que ses enfants sont excellents et que leur père a commenté que Julia lui ressemble, laissant Catherine surprise. Il l'invite ensuite à revenir chez elle, disant que leur père a toujours voulu la voir. Mais Seiyan précise que l'invitation est uniquement pour elle. Elle comprend que Holt n'est pas inclus. Holt lui dit d'y aller, car il doit se rendre au front. Catherine est troublée, mais il la rassure. Il dit qu'il est heureux qu'il la laisse rentrer chez elle et qu'il viendra la chercher à la fin de la campagne. Holt dit alors au revoir et part pour sa mission. Seiyan révèle que Holt lui a demandé de l'aider à se réconcilier, mais son père n'a toujours pas pardonné à une mage noble d'avoir épousé un artiste martial. Il souhaite qu'un jour, quelqu'un apparaisse pour dissiper les préjugés de la société contre les artistes martiaux. Ailleurs, Lucas Ryan éternue. Il se demande s'il a attrapé un rhume malgré son entraînement intense, tandis que Julia note qu'il est rare que Kai achète de la nourriture pour les autres. Kai grogne pour qu'on le laisse tranquille et dit qu'il fera payer les autres quand ils seront guéris. Lucas répond qu'il trouve cela juste. Près de lui, des étudiants l'appellent roi de la chance et disent qu'il a gagné grâce à une attaque d'un tiers. André se demande qui a dit ça. Kai dit qu'il va livrer le déjeuner au dortoir et demande à Lucas d'aller avec Julia à la cafétéria. La fille mange son dessert avec joie.
Il conclut que parce qu'elle est une mage géniale, il n'est pas surprenant qu'ils veuillent se rapprocher et devenir famille. Puis Lucas demande à sa sœur de bien s'entendre avec Loa pour le bien de leur mère. Julia s'excite, disant qu'elle doit écrire une lettre à maman sur son élection comme représentante de classe. Mina s'approche de la table et félicite la jeune fille pour son succès. Elle déclare ensuite que Julia deviendra certainement un pilier de l'école à l'avenir et qu'elle la soutiendra toujours. Un groupe d'étudiants passe près d'eux, heurtant l'épaule de Mina. Elle les regarde simplement s'éloigner en silence. Un peu plus tôt, Jessica Ryan explique à Loa Miranda que même si elle a des compétences comparables à celles de Julia en magie mentale, l'autre fille la surpasse dans tous les autres aspects. Pour cette raison, elle considère Julia plus apte à être la représentante de classe. Elle demande ensuite à Loa de bien vouloir comprendre. Loa serre le poing et déclare qu'elle prouvera par ses capacités que l'enseignante favorise juste Julia. De retour au présent, Julia voit Loa quitter la cafétéria. Elle remarque que sa colocataire n'a pas l'air de bien manger. Julia décide donc de lui acheter un déjeuner. Mina s'approche et demande si elles sont proches. Julia répond que oui et loue sa magie mentale incroyable, ce à quoi Lucas acquiesce, disant que c'est rare. Mina commence à dire, mais active un cercle magique autour de leur table. Lucas identifie le sort comme un cercle de silence pour empêcher les fuites sonores. Avec un doigt sur les lèvres, Mina dit que les gens très intelligents sont difficiles à gérer. Elle offre sa nourriture, ajoutant que sa magie du vent est intéressante. Lucas prend un morceau et demande directement la vraie raison de sa visite. Mina ajuste ses lunettes, considérant que l'interférence du frère de Julia ne posera pas de problème. Elle loue la perception de Lucas et décide d'être directe. Puis elle demande s'ils connaissent la chaîne de montagne des bêtes magiques où une anomalie écologique a été détectée. Mina explique que les bêtes magiques de bas niveau ont diminué drastiquement, et même les petits léopards magiques ont disparu. Un souvenir montre à quel point ces créatures étaient communes dans la région. Elle révèle qu'il y a 3 jours, l'équipe d'enquête de l'Empire a trouvé un repère de bêtes magiques de haut niveau. Julia demande tout de suite si c'est celui du Ru. Lucas reste silencieux, absorbant l'info. Il questionne alors si elle veut qu'ils effectuent une mission sur le terrain et quel est le niveau de difficulté. Mina lève un doigt et leur informe que la difficulté est de 100 points. Lucas et Julia sont surpris par le niveau de la mission. Lucas pense qu'ils peuvent gérer la tâche facilement malgré tout. La scène se déplace au domaine des Miranda. Le duc, chef de famille, savoure un repas avec d'autres membres autour de la longue table. Sion remarque que son père têtu a fait rester sa sœur dans la chambre d'amis. Même si sa vieille chambre est déjà propre, il note que l'environnement a une atmosphère funèbre, car sa sœur n'a pas touché à la nourriture. Alors, un Miranda appelle Catherine par son nom, tapotant sa fourchette sur la table. Fr. Il déclare qu'il est prêt à la reconnaître comme sa petite fille, car Julia a les qualités pour devenir une archimage sacrée. Catherine le remercie, mais quand elle mentionne que Lucas est aussi un excellent artiste martial, son père dit que c'est sans importance. Fr. Il renforce que la famille Miranda ne cherche que ceux ayant du talent pour devenir des archimages sacrés. Bien qu'elle réalise que les préjugés de son père ne changeront pas facilement, un assistant entre et demande à être excusé. Fr. Il remet alors une lettre, informant que l'équipe d'enquête a envoyé de nouvelles informations sur la chaîne de montagne des bêtes magiques. Catherine s'interroge sur la raison de cette enquête soudaine dans la chaîne. Fr. Soa lit le rapport, qui détaille une nouvelle zone découverte en dessous de la couche, avec un niveau de danger inconnu. Seyon craint que les enfants de l'école de magie Allen, juste à côté, soient en danger. Fr. Mais le duc déclare que tant qu'il reste à l'école, avec les enseignants et leurs subordonnés, il n'y aura pas de danger. Il dit ensuite à Catherine d'attendre que la situation se résolve avant d'aller voir ses enfants. Elle baisse la tête et acquiesce à la décision de son père. Fr. Une mission nécessite un groupe de 5 personnes, dont un membre du conseil étudiant. Un étudiant à proximité réagit. Mina se demande pourquoi ce changement, car la veille il n'y avait pas de limite, et l'agent précise que le président a modifié les règles à cause d'une dérogation. Fr. Elle comprend alors que Théodore a changé les conditions intentionnellement. Douteuse de pouvoir rassembler le groupe, Lucas observe la situation et se demande si la vice-présidente est si seule qu'elle ne peut recruter personne, se remémorant son approche avec Julia. Fr. Mina se retourne et s'excuse, suggérant d'abandonner la mission. Lucas propose de gérer le recrutement, et Julia, enthousiaste, dit qu'ils vont aider. En les remerciant, Mina se sent mal de les utiliser comme pions et reste silencieuse un instant. Fr. Soudain, une voix appelle le seigneur. Kai Tarwa arrive en disant qu'il va donner un coup de main, puisque son meilleur ami Lucas part en mission sur le terrain. Maya Rasta se présente aussi, expliquant qu'elle est spécialiste en magie de guérison aquatique et peut être utile. Fr. Mina retire ses remerciements, disant que ses premières années seront un fardeau. Julia demande pourquoi Lucas a appelé Maya, et il répond que Loa ne l'écouterait pas. La vice-présidente décide que peu importe, elles sont là pour accomplir la mission.
Plusieurs heures plus tard, le groupe voyage à grande vitesse à travers la forêt. À leur arrivée, elle annonce qu'ils ont atteint la destination. Elle trouve des traces de bataille et un blason de la famille Miranda au sol. Lucas demande si l'endroit est exploré par l'équipe de l'Empire. Il se tourne vers Julia et dit qu'il est bon qu'il n'ait pas trouvé le domicile d'Uru. Soudain, Lucas lève les yeux et avertit d'une attaque ennemie venant d'en haut, tandis qu'une créature ailée s'approche. Mina lance un sort de tempête qui touche la créature. La menace est neutralisée et tombe au sol, puis un autre monstre apparaît pour attaquer Mina. Elle se tourne vers la nouvelle menace, mais Kai se positionne devant elle et bloque le coup avec son bouclier magique. Il les avertit de laisser le combat rapprocher à eux. Kai défend l'attaque de la créature avec son bouclier, puis Lucas entre en action et fait face à un autre monstre, ce qui pousse Kai à crier son nom. Lucas lui dit de ne pas voler la vedette et le défie de suivre sa vitesse. Pendant ce temps, Maya crée une barrière d'esprit d'eau et déclare qu'elle s'occupera du soutien. D'autres créatures ailées approchent et entourent le groupe. Mina observe la situation et commente qu'il y a longtemps qu'elle n'a pas ressenti une telle coordination d'équipe. Elle se tourne vers Julia et explique que la bête magique n'aime pas la magie du vent et de la foudre, indiquant que c'est son tour. Julia commence à incanter un enchantement avec son bâton, se concentrant pour le sort. Elle invoque une magie de barrière, formant une grande barrière qui piège les créatures volantes. Les monstres emprisonnés subissent la puissance de l'enchantement. Près de la créature vaincue, Lucas remarque que la magie de foudre de Julia reste incroyablement puissante. Kai s'approche et appelle Mina, qui reste silencieuse. Julia lui demande si elle a dit quelque chose. Mina répond que ce n'était rien, mais qu'elle a sous-estimé les capacités de ses pions. Maya soigne la main de Kai. Il l'appelle déesse, mais elle rejette le compliment, trouvant cela exagéré, même si elle souhaiterait que Lucas le dise. Lucas, confus, l'observe alors qu'elle doute de ses pensées. Ensuite, le groupe entre dans une immense grotte, un bâton éclairant le chemin devant eux. Julia s'émerveille de la taille de l'endroit. Mina pointe une zone encore plus grande et plus profonde plus loin. Kai note aussi qu'une petite armée pourrait marcher ici. Lucas déduit que la grotte a été excavée. Le sous-sol doit grouiller de bêtes magiques, rendant le chemin dangereux. Il avertit tout le monde de rester vigilant. Soudain, un groupe de gobelins charge. Julia lance un sort sur eux, et les gobelins sont frappés de plein fouet. Mina dit que, comme leur vision est mauvaise, elle neutralise leur ouïe avec le tonnerre. Le groupe est en sécurité. Kai se prépare à affronter un autre monstre, mais elle lui dit qu'ils ne peuvent pas vaincre toutes les bêtes. Il a un bon plan. Plus tard, le groupe se met en position. Il court vers les monstres en leur criant de le poursuivre, puis Julia et Mina préparent leur sort. Kai jette un coup d'œil en arrière. Les deux filles lancent leurs attaques combinées. La magie frappe le groupe de créatures. Une énorme explosion survient. Lucas commente l'efficacité du plan. Il se demande si Kai est aussi une personne réincarnée, comparant la tactique à des attaques de zone dans des jeux. Kai explique que son idée était d'attirer les ennemis pour que Mina et Julia puissent les anéantir d'un coup. Il se tourne vers Lucas et dit que la technique n'est possible que grâce à son équipement. Lucas dit qu'il ne doit pas croire que tout le monde cherche de l'attention. Grâce à la suggestion de Kai, le groupe a vaincu les bêtes magiques. Maya le soigne avec sa magie. Il s'approche du centre du repère, Lucas observe ses coéquipiers. Lucas leur demande d'attendre pour que les autres se reposent. Mais Maya dit que Kai fait semblant de ne pas entendre. Kai revient en courant, criant qu'il a amené les ennemis, puis se retourne et réalise que tout le monde est parti. Lucas dit que bien que ce soit de sa faute, ils devront sacrifier leur coéquipier car il manque de pouvoir magique. Julia souhaite à Kai du bonheur dans l'au-delà. Maya affirme qu'elle le sauvera s'il respire encore, mais Mina lui conseille de ne pas prendre ça au sérieux. Soudain, un bruit fort résonne dans la grotte, faisant lever les yeux de Maya. Elle demande si c'était Kai. Lucas répond que ça vient du centre du repère, où l'équipe d'exploration a probablement trouvé le boss. Mina propose d'aller vérifier. Lucas avance un peu et remarque que l'air est très lourd. Puis, Mina offre à Julia une potion de récupération qu'elle a apportée de chez elle. Elle dit qu'ils n'auront probablement pas besoin d'intervenir, mais qu'ils devraient vérifier juste au cas où. Le groupe avance et tombe sur une scène de bataille intense. Mina réalise que l'équipe d'exploration a été vaincue et ordonne un retrait immédiat. Lucas se retourne. Une créature géante émerge des décombres devant eux. Mina se tourne sur le côté, puis une autre créature charge vers elle avec une hache. La creature se rapproche. Mina se demande pourquoi un minotaure, un monstre de classe calamité, est ici. Lucas sent que quelque chose ne va pas, un monstre aussi puissant ne devrait pas être présent lors d'une mission scolaire. Il crie à Mina de faire attention et la pousse hors de danger. La hache du minotaure s'abat. Lucas crée une protection magique. Le coup est bloqué par un mur de glace. Julia court.
Mina pointe la personne dans la main du Minotaure. L'homme retenu attaque la créature, demandant si c'est elle qui se dresse sur son chemin. Le groupe regarde, choqué que l'homme les ait sauvés même en étant si blessés. L'homme leur demande d'appeler l'armée impériale. Il révèle que le sceau ancien est brisé. La créature serre sa main. Le Minotaure menace de détruire tout le monde. Julia et Maya réagissent. Une potion tombe de la main de l'homme. Julia se tourne vers le bruit. Le Minotaure s'approche de l'homme tombé, mais il utilise la potion. Il dit que le monstre raconte des absurdités et doit être vaincu. Une énorme masse de glace apparaît et piège la créature. L'homme leur demande alors de fuir et de rapporter ce qui se passe. Mina et Julia acquiescent et commencent à reculer. Lucas se retourne, promettant de revenir se venger. L'homme crie de fuir tant qu'ils le peuvent, croyant avoir fait tout ce qu'il pouvait. Puis le Minotaure se libère, se demandant comment un insecte ose l'attaquer par surprise. La créature se prépare à attaquer l'homme, disant qu'il sera le premier. Soudain, une attaque frappe le monstre. Julia attaque le Minotaure avec son bâton, affirmant que l'homme n'est pas un insecte, mais un grand guerrier. Mina avance aussi et lance une bombe de vent. Elle se demande pourquoi ils attaquent au lieu de fuir, puisque l'homme a risqué sa vie pour leur donner du temps. Puis Lucas déclare qu'il va retenir la créature et demande à Mina d'aller rapporter la situation. Elle lui répond qu'un novice, comme lui, ne peut pas affronter un monstre de classe calamité. Lucas rétorque que ce ne sera pas facile. Un gros rocher tombe du plafond. Le Minotaure menace de les anéantir. Lucas demande aux autres de fuir et de le laisser seul face au monstre. Mais Mina le pousse et crie qu'elle doit protéger tout le monde en tant que vice-présidente. Il la regarde, impressionné par son courage. Julia refuse de fuir, et Maya révèle qu'elle a envoyé une demande d'aide à Kai, suggérant qu'ils combattent tous ensemble. La creature pose un rugissement. Même avec les attaques combinées, Mina réalise qu'ils ne pourront pas gagner. Lucas se tourne vers elle et lui demande de croire en tout le monde. Fixant la créature, Lucas affirme qu'il n'y a aucune chance qu'il perde contre un monstre comme ça. Le Minotaure avance et frappe le sol de son poing. Lucas se prépare à la confrontation. Il porte alors un coup direct au monstre. Mina lui demande de continuer la distraction pour qu'elle puisse attaquer. Il acquiesce. La créature, irritée, les traite de nuisibles et prépare une nouvelle attaque contre Lucas. Ce dernier se retourne et voit que la magie de Julia est prête. Elle crie alors au Minotaure de laisser son frère tranquille. Julia lance une attaque puissante contre la créature, qui est frappée. Elle vise le visage du monstre, qui rugit de douleur. Lucas crie qu'il a touché le point faible et scellé ses mouvements, ordonnant à tous d'attaquer maintenant. FR. Julia prépare alors sa flèche de tonnerre. Mina s'apprête aussi à lancer son coupe-vent. Les deux attaques magiques avancent vers le monstre, mais le Minotaure résiste et se plaint avec frustration. FR. Il menace alors de tous les vaincre dès qu'il se remettra. Maya s'avance et déclare qu'elle ne le permettra pas. Elle lance une grande sphère d'eau sur la créature. L'attaque touche le Minotaure, mais il reste impassible. FR. La jambe du monstre guérit et il rejette l'attaque comme un simple éclaboussement. Le Minotaure s'avance vers Mina, promettant de la vaincre. Julia demande ce qui se passe quand on est électrocuté mouillé et déclare que le Minotaure paiera pour les soldats. FR. La créature est alors électrocutée. Une énorme explosion magique engloutit le Minotaure. Lucas comprend qu'elle a mouillé pour amplifier l'attaque électrique. Le Minotaure tombe enfin au sol, vaincu. FR. Il observe le groupe et commente qu'une stratégie improvisée comme ça est attendu d'un élève modèle. Grimpant sur le corps de la créature, Lucas annonce qu'il va porter le coup final. Mina le regarde, confuse par son attitude. FR. Soudain, une énergie sombre jaillit du Minotaure. Elle se demande ce qu'est cette pression mystérieuse que Lucas ressent aussi. Une silhouette menaçante apparaît devant lui. À l'extérieur, Kai réagit à la perturbation de la grotte. FR. Il se demande si le tremblement qu'il ressent est un tremblement de terre. Kai décide alors d'appeler des renforts, demandant aux autres de s'accrocher. L'énergie sombre explose, prenant la forme d'une créature démoniaque. Lucas sent la puissance écrasante de l'ennemi. FR. Une onde de choc le frappe. Le monstre charge et le fait tomber. Lucas comprend que c'était la voix de la créature qui l'a touché. Elle est plus forte. Il se retourne et demande si tout le monde va bien. Mina crée un cercle magique de silence pour se protéger, mais cela l'épuise. FR. Avec Maya et Julia, ils perdent connaissance. Lucas regarde ses compagnons tomber. Une nouvelle énergie commence à rayonner de son corps. La creature demoniaque rugit. Lucas charge et frappe le monstre, déclarant qu'il va le vaincre. FR. Il frappe le bras de la créature avec force, puis tombe au sol, réalisant qu'elle ne ressent aucune douleur. Lucas observe.
FR. La pression du vent force Lucas à reculer, en douleur. Il réalise qu'il a sous-estimé l'impact du rugissement précédent. Le monstre remarque que la résistance des forts l'excite. La créature frappe le sol, créant une onde de choc massive. Lucas parvient à esquiver l'attaque. FR. La main du monstre se transforme en lame. La créature fonce vers lui et porte un coup puissant, brisant le sol de la grotte. Lucas aperçoit des rochers tombant vers les autres et se jette devant les débris pour les protéger. FR. Lucas dévie les débris et stoppe un gros rocher qui menace Julia. Ensuite, il se tourne vers le monstre, malgré sa blessure. La créature se prépare à attaquer à nouveau, tirant un rayon d'énergie de sa bouche avant de créer des ondes de choc avec ses mains. FR. Lucas comprend que le rugissement est amplifié par le mur de roche. Il se place devant ses compagnons à terre. L'attaque le frappe de plein fouet, puis la créature s'approche pour donner le coup final. FR. La créature se demande ce qu'il pourrait faire, poussant Lucas à réfléchir à sa présence. Le monstre continue de menacer, mais Lucas ose à dire cela après l'avoir battu. Il déclare qu'il ne laissera jamais le monstre toucher Julia et les autres. FR. Il charge et bloque le coup de la créature avec ses mains nues. L'impact le tire en arrière, mais il résiste et brise la lame du monstre. Lucas avance et frappe avec la lame brisée. FR. Le monstre riposte avec un coup puissant, mais Lucas parvient à esquiver et à contre-attaquer. La créature attrape Lucas et commence à le traîner au sol. Lucas se libère et repousse violemment le bras du Minotaure. FR. Le corps de Lucas brille intensément alors qu'il se prépare à riposter. Le bras du Minotaure se régénère pour une nouvelle attaque. Lucas charge avec une frappe d'énergie qui heurte celle du Minotaure. Ils échangent des coups, provoquant une énorme explosion de débris. FR. Lucas se tourne vers la créature et déclare qu'il va en finir. Avec détermination, il l'affronte et porte un coup au Minotaure, qui réagit avec surprise. Lucas continue son attaque, frappant la poitrine du Minotaure avec une immense puissance. Au sol, Julia commence à se réveiller. FR. Elle se redresse et demande s'ils sont vivants et où est son frère. Ses yeux s'écarquillent en voyant Lucas au-dessus de la créature vaincue.